Bon, on va pouvoir commencer. Merci d'être venus si nombreuses et si nombreux. Ça fait vraiment plaisir. Donc, on est l'Université populaire de Bordeaux. Je ne sais pas si vous étiez déjà venus avant. On fait des événements d'éducation populaire toute l'année sur plein de sujets politiques. Alors, ce soir, c'est l'antispécisme et plus particulièrement la question de peut-on monter les chevaux, qui est une question un peu oubliée dans l'antispécisme. J'en ai pas entendu parler beaucoup avant. On a eu d'autres événements sur l'antispécisme avant que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube de l'UPB et sur la chaîne YouTube de ACTA. Je laisserai Nicolas présenter ACTA peut-être. Voilà, et que dire de plus? Oui, j'en profite un peu pour faire la promo de l'UPB. Le mois prochain, on accueille encore Nicolas qui vient nous faire une conférence antispéciste sur la question de l'expérimentation animale. Et pour vous présenter un peu ce qu'on fait d'autre à l'UPB, on a des conférences, on a aussi des ateliers de lecture, des ateliers de débat. Et depuis un moment, on essaye de faire vivre l'ouvrage qu'on a publié à propos de l'amour et les questions politiques autour de l'amour. Donc on fait des ateliers de lecture, on intervient dans des bibliothèques. Et ce soir, on le vend à prix libre, donc c'est autant que vous voulez. Au lieu de 20 €, voilà, c'est important de préciser. Du coup, j'en finis avec l'instant promo, et puis je laisse la parole à Nicolas et Hélène. Merci. Bonsoir, merci d'être venu. En plus, il y a vraiment du monde, oui, ça fait plaisir. Donc, je suis Nicolas Marty. Jusqu'à très récemment, j'étais président d'ACTA, qui est une petite association antispéciste bordelaise. Et là, depuis cette semaine, je suis chargé de campagne chez One Voice, donc une autre association animaliste nationale. Et simplement, à ce propos, du coup, je voulais préciser, j'ai envie de dire, je suis là en tant que moi, et pas ni en tant que représentant d'ACTA, en tant que représentant de One Voice, ni même en tant que représentant des mouvements antispécistes ou des véganes ou de quoi que ce soit. Donc voilà, je suis plutôt là en tant qu'individu qu'en tant que représentant. Sur le sujet des chevaux, effectivement, c'est quelque chose qui a été assez peu abordé dans les milieux antispécistes. C'est quelque chose qu'on a abordé avec ACTA en 2019, parce qu'il y avait Bartabas qui était venu faire un spectacle à Bordeaux. Et du coup, on avait fait une manifestation qui avait eu un certain écho, parce qu'un cheval qu'il utilisait était mort sur scène pendant le spectacle. Et du coup, on avait été repéré comme ça, et j'avais été invité aux assises de la filière équine en novembre 2019. Pour être le vegan qui vient débattre avec Jocelyne Porcher, qui est notoirement anti-vegan, une sociologue de l'INRA. Ce qui était quand même une bonne occasion de venir parler à tout un tas de gens qui pratiquaient l'équitation et tout un tas de disciplines relatives aux chevaux et aux juments. Et c'est là-bas, du coup, que j'ai rencontré Hélène Roche, puisqu'elle était là pour intervenir aussi pour faire une conférence. Et que du coup j'ai trouvé très intéressante. Et ensuite on a pu discuter pas mal sur plein de sujets et voir qu'on pouvait avoir une vraie discussion et pas les choses un peu unilatérales comme on avait pu avoir avec Jocelyne Porcher. Donc c'était l'occasion d'inviter Hélène Roche ce soir pour faire un vrai débat public et pour avoir aussi vos perspectives, en sachant que d'emblée évidemment, on n'est pas d'accord sur tout. il y a plusieurs points, mais on pourra s'accorder sur différentes choses. Voilà. Donc Hélène, si vous voulez. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc, je suis Hélène Roche. Moi, je suis donc éthologiste et mon travail quotidien, ça consiste à faire le lien entre deux mondes qui se côtoient peu. C'est celui des chercheurs d'un côté et celui des hommes et des femmes qui côtoient les chevaux, soit à titre professionnel, soit dans le cadre de leurs loisirs. Et donc, j'essaye de rendre intelligible, compréhensible les travaux de la recherche scientifique sur le comportement des chevaux, ce qu'on appelle l'éthologie équine. Par ailleurs, je suis cavalière, propriétaire de chevaux. Je suis passionnée par ces animaux-là, mais j'apprécie aussi de pouvoir monter, de pouvoir les monter. Alors je précise cela justement pour éviter toute confusion sur mes intentions ici. Je suis ici pour écouter un point de vue différent du mien. Et donc, écouter, ça ne veut pas dire forcément adhérer, comme l'a dit Nicolas. C'est amener, susciter de la réflexion pour pouvoir, pourquoi pas, évoluer dans nos pratiques et nos activités avec les chevaux. Alors, moi, je suis particulièrement dans mon travail attentive
dans mon travail donc, de médiation scientifique, je suis attentive aux évolutions de la société et notamment aujourd'hui on constate, je pense que vous l'avez tous constaté, qu'il y a une évolution de notre regard sur les animaux. Et donc le point de vue antispéciste, c'est un point de vue qui, je trouve, donne à réfléchir. Et c'est ça qui m'intéresse et c'est pour ça que j'ai accepté ce débat ce soir. Alors quand j'entends de temps en temps qu'il ne faut pas écouter les antispécistes sous prétexte qu'ils n'y connaissent rien aux chevaux et que, de toute façon, en plus, la filière cheval est particulièrement complexe, donc forcément, ils n'ont rien à apporter et c'est absolument pas intéressant de les écouter. Je trouve ce prétexte-là assez gênant intellectuellement parce que je pense que les questions naïves peuvent être tout à fait intéressantes, à commencer par des enfants qui posent des questions innocentes. On se rend compte que bien souvent, c'est assez difficile de répondre à leurs questions. Et donc, ça donne à réfléchir. Et puis, par ailleurs, être dans une position de se dire que peut-être on ne sait pas tout, on n'a pas les réponses à toutes ces questions qui nous sont posées, mais qu'on va être attentif et plutôt actif pour essayer de trouver des réponses, ça nous positionne, nous qui côtoyons les chevaux, dans une démarche réflexive et plutôt portée à l'évolution et donc aller vers du mouvement dans notre relation aux chevaux plutôt que de rester statique dans une société qui bouge. Donc, je suis là ce soir moi, pour écouter, échanger avec un point de vue donc, qui est différent du mien et essayer de vous mettre en regard aussi un point de vue moi qui m'est cher et qui en fait nous intéresse tous et toutes. C'est autant que faire se peut celui des chevaux et puis notre relation avec eux. Donc j'espère que tout le monde ce soir sera dans cette attitude d'échange et d'écoute partagée. Voilà, donc effectivement, moi de mon côté, le point de vue, c'est un point de vue antispéciste et j'en parlerai mieux tout à l'heure, mais donc pour ma part, je serais plutôt pour aller à terme vers l'abolition des utilisations des chevaux. Et ce qu'on verra, voilà, on en discutera plus après. Sur la manière dont ça va se passer, on va un peu faire un débat sur différents points, on a préparé des slides pour vous aider à suivre un peu tout ça. Et ensuite, il y aura un débat mouvant qui sera pas très mouvant parce qu'on est trop nombreux pour pouvoir bouger physiquement. Donc ce sera un débat, mais l'idée étant qu'on vous posera des questions et ce sera à vous d'y répondre en oui ou non et à expliquer pourquoi ce oui, pourquoi ce non, comme ça. Donc ce sera vous qui finirez le débat avant de pouvoir nous poser des questions aussi sur la fin. On fera une session questions-réponses comme ça. Bon, c'est parti du coup. Alors déjà, première question. On voulait savoir, là, dans l'assistance que vous êtes, combien sont complètement étrangers au milieu du cheval, ne côtoient pas les chevaux régulièrement. Levez la main. Donc on va compter comme ça. On va 1, 2, 3, 4. Régulièrement ou... Voilà, en tout cas, qui n'ont pas du tout coutume de côtoyer les chevaux, quoi, qui se considèrent plutôt étrangers aux chevaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8... Une très très grosse majorité de gens qui voient régulièrement des chevaux voilà. et qui éventuellement... Et donc, levez la main ceux qui sont impliqués avec les chevaux. Alors, ne levez pas deux mains si possible. Hein. Merci Raphaël. Donc, c'est la grande majorité des gens qui sont concernés par les chevaux. Plusieurs dizaines de personnes, du coup. Oui, parce qu'on est à peu près, on m'a dit une cinquantaine de personnes présentes. Oui, ça. Donc finalement, je suis encore dans une situation où on est en grosse minorité, malgré le fait que c'est nous qui organisons. Alors les secteurs de la filière équine, ça c'est en discutant avec Nicolas que je me suis aperçu de ça. C'est dans un même panier, il y a plein de trucs en fait pour les antispécistes. Le secteur cheval, en fait, il est très diversifié. Je pense que on va dire les secteurs majoritaires, moi que je connais le mieux, c'est ceux de l'équitation avec l'enseignement de l'équitation dans les centres équestres et puis aussi l'équitation de loisirs avec les pensions de chevaux. On a aussi les concours. Alors là, la concours, on a mis, donc ça s'affiche bien, oui. Concours dans le sens plutôt concours à la fois amateur et professionnel avec du haut niveau et même, pourquoi pas, les niveaux internationaux. Et puis les courses. Il y a la place de s'installer.
Il y a les milieux des courses aussi, que non, moi je suis moins familière. Alors je voulais savoir ici, est-ce qu'il y a des gens qui sont du milieu des courses? Personne. Du coup, de quel milieu vous êtes? Milieu cheval, on va dire loisirs, équitation, centre équestre, pension. Si c'est ça, levez la main. Oui, donc c'est la grande majorité. Donc moi, c'est le milieu que je connais le mieux. Donc là, il y a un biais forcément, puisque ma communication touche ces personnes-là. Mais déjà, rien que dans l'équitation, il y a déjà plusieurs disciplines pratiquées. Il y a des milieux qui se rencontrent moins, plus. Le concours, c'est encore un autre domaine, et les courses, c'en est un autre. Donc il y a déjà une grande diversité dans la filière à ce niveau-là. Ah oui, alors ça se met pas forcément dans l'ordre que j'avais anticipé. On a aussi la médiation avec les chevaux, donc ce qui est par exemple équithérapie et développement personnel. Donc accompagnement pour un public en situation de handicap où la personne va s'appuyer sur le cheval avec un intermédiaire. En fait, c'est un tripartite, si vous voulez, le cheval, 2 personnes, une personne en situation de handicap social, mental, physique, donc le cheval est donc 2 humains où l'animal va être le médiateur. C'est pour ça qu'on parle de situation de médiation. Et puis dans la situation de coaching, là c'est plus destiné à du développement personnel, soit à titre individuel, soit dans les cadres des entreprises. Cette activité actuellement elle est en essor. Donc on a des formations qui se créent, donc on est sur un secteur qui va croissant dans le milieu du cheval. Et souvent, ça peut être complémentaire, je dirais, d'activités, par exemple, de centre équestre. Je vais dire sur l'équitation, juste, en fait, c'est assez logique que ce soit la plupart des gens ici, parce que du coup, c'est vraiment la pratique très, 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 très majoritaire. Globalement, Oui. je m'étais noté les chiffres. Il y a en gros 1 million d'équidés en France en 2019, et il y a 600 000 licences d'équitation, avec très majoritairement des femmes et majoritairement des femmes adolescentes. Mais du coup, voilà, c'est assez logique, c'est assez représentatif. Voilà. Vous êtes représentatif, grosso modo, des chiffres de la filière. Et ce qui est du domaine du labour et tout ce qui est traction animale, donc avec les chevaux. Alors là, je parle des chevaux, je parle pas spécialement avec les autres équidés comme les ânes. C'est une activité qui reprend après un déclin après la Seconde Guerre mondiale. C'est une activité qui retrouve de la vigueur, notamment vers un retour à la terre. Pour le coup, avec le labour, c'est plutôt bien. Mais dans l'agriculture bio, dans les cépages, peut-être que ici vous le voyez dans le Bordelais aussi, sur certaines exploitations, on va privilégier la traction animale pour certains cépages qui ont peut-être plus de valeur dans certains cas, ou dans des endroits difficiles aussi, où les machines vont plutôt avoir du mal dans certaines pentes, et du coup là les chevaux sont plus adaptés pour passer à ces endroits-là. Et puis même pour la culture maraîchère, ça reprend aussi, les chevaux reprennent du service dans ce secteur-là. On voit aussi, vous avez certainement vu dans les médias, du ramassage scolaire en ville qui se fait en traction animale. On a aussi les ramassages des ordures à certains endroits, donc en ville, mais aussi temporairement sur des périodes estivales sur les plages. Donc tout ça, c'est accompagné de création de nouveaux outils. On n'est pas reparti comme au début du XXe siècle avec les mêmes matériels. C'est des matériels souvent qui ont été créés, qui sont même récents, et c'est toujours en cours de création. Et en ville, c'est aussi obligatoire, par exemple, d'avoir un moteur électrique pour assister les chevaux dans les montées, et puis d'avoir des freins, je crois des freins à disque aussi, pour freiner efficacement, pour pas que ce soit aux chevaux de freiner les voitures hippomobiles. Ce qui fait quand même ça, je pense qu'on n'a jamais vraiment discuté de ce que vous en pensez de ça. Moi, je trouve ça assez aberrant de prendre des chevaux juste parce qu'on a envie de dépenser moins de moteurs comme ça. Question écolo, on va aller ramasser des enfants en chevaux. Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Après, ça c'est aussi une question de remettre les animaux dans la ville. Ça peut être, c'est aussi ces questions-là. Moi, je trouve pas ça forcément inintéressant. Donc c'est aussi retrouver une place, ça on en reparlera, pour les chevaux de trait qui
je ne sais pas si c'est la diapo suivante. C'est dans pas longtemps, mais Mais là, c'est dans la ville aussi, quoi. Voilà, du coup. les chevaux de trait, ils ont comme destination la boucherie chevaline. Hein. Donc sans la boucherie chevaline, on a 9 races de traits en France, elles n'existeraient plus, clairement. Donc, si on les entretenait pas. On pourrait les entretenir sans Ouais. attendre de les tuer. Après, comme ça. on voit aussi C'est un que choix les aussi. effectifs sur certaines races ne tiennent plus. Par exemple, les mulassiers poitevins, ils sont en très fort déclin parce que justement, eux n'ont pas trouvé des usages comme d'autres et ont été peut-être moins utilisés pour le coup pour la viande. On a certaines races qui sont beaucoup utilisées pour la viande, les traits bretons et et les comtois. Voilà, chercher l'autre race. C'est les races majoritaires. Donc voilà, ça c'est ça pourrait faire l'objet aussi de discussions là-dessus. En tout cas, on revoit un petit essor, mais c'est sûr que c'est très marginal par rapport aux effectifs des chevaux. Hein. On en parle parce que c'est médiatisé, mais on prendra les questions après, d'accord ? Et il y a aussi des secteurs qu'on voit, mais qui restent carrément en dehors de la filière cheval. Pour le coup, les brigades policières, par exemple. Quand je dis policière, gendarmerie, donc on a la garde républicaine, on a la police et la gendarmerie. Et puis il y a des pratiques qui, moi, de mon point de vue de cavalière, me semblent beaucoup plus éloignées de ma pratique. On a la chasse à courre, on a les spectacles avec des chevaux, donc par exemple dans les cirques. On a le spectacle équestre, les chevaux qui sont utilisés aussi pour le cinéma, les chevaux qui sont utilisés en tauromachie. Alors en tauromachie, on a la corrida à cheval, la corrida portugaise, hein, si je ne me trompe pas, mais on a aussi les chevaux des picadors qui là interviennent dans tout type de corrida. Et les chevaux qui viennent aussi tirer les cadavres des taureaux dans l'arène. Donc ça c'est, même si on taurait pas à cheval, il y a aussi des chevaux qui sont impliqués, présents, et voilà. Et ça aussi c'est pareil, il y a des pratiques comme ça qui sont très localisées. Voilà, c'est dans le sud-est. Je pense que des gens qui montent à cheval, qui côtoient les chevaux au quotidien, se sentent certainement plus proches de certaines personnes qui pratiquent la corrida à cheval, notamment parce que dans leur entourage, c'est peut-être des gens qui vont rencontrer dans des structures, dans des pensions pour chevaux. En sachant que la corrida, c'est quelque chose qui de base est illégal et qui a été dépénalisé depuis une soixantaine d'années. Il y a quand même un alinéa dans l'article du Code pénal qui indique les sanctions pour les actes de cruauté et les sévices graves envers les animaux. Et il y a une petite mention qui dit « sauf quand c'est des traditions locales et ininterrompues ». Donc il y a une dizaine de départements dans le sud de la France qui sont autorisés à faire de la corrida. Et dans les Antilles et dans le Nord, ils sont autorisés à faire des combats de coqs par le même alinéa comme ça. Donc voilà, il y a la corrida par rapport à ça. On pense souvent aux taureaux, mais c'est vrai que les chevaux, en fait, ils en bouffent aussi pas mal dans les corridas. Il peut y avoir des accidents, même s'ils sont protégés, même s'ils ont tout leur carapaçon, etc. Il y a quand même régulièrement des accidents pour les chevaux dans ces milieux-là. Et ça peut être soutenu. Typiquement, je parlais de Bartabas tout à l'heure. Bartabas, c'est un gars qui à la base voulait faire de la corrida et qui soutient la corrida. Donc ça questionne aussi pas mal sur l'amour qu'il porte aux chevaux et la forme de cet amour-là qu'il porte aux chevaux, dans la mesure où il veut les mettre aussi dans ces situations-là. Et on a mis entre parenthèses manège japonais. Alors je ne sais pas si tout le monde est au fait de ce que c'est qu'un manège japonais. Et là, on a bien distingué ça des situations de centre équestre, d'apprentissage de l'équitation sur poney. Les manèges japonais, c'est dans les fêtes foraines. Donc ça a été interdit là par décret en novembre 2021. C'est des poneys qui sont attachés à une sorte de tourniquet. Et donc, les enfants sont mis sur les poneys et les poneys tournent en rond en étant attachés, si vous voulez. Et ça, pour moi, c'est quelque chose. J'avais l'impression que c'était quelque chose qui n'existait plus, mais bon, visiblement, s'il a fallu une interdiction, c'est que c'était encore présent. Donc, on l'a mis entre parenthèses parce que normalement, ça devrait plus exister là en 2022, quoi. Et puis, qu'est-ce qu'on a mis encore ? Oui, voilà. Donc, la filière viande, qui est quand même présente dans la filière cheval et qui fait partie de l'économie autour des chevaux. Voilà, si on étudie les chiffres de la filière, c'est présent. C'est en baisse. C'est en baisse. C'est clairement, en gros, c'est depuis la Seconde Guerre mondiale que vraiment on mange des chevaux parce qu'on a cherché un autre débouché de ces animaux-là, et puis aussi pour relancer l'élevage chevalin concernant donc les chevaux de trait. Donc 9 races en France. Et en fait, c'est quelque part, c'est très paradoxal cette filière viande en France parce qu'on produit
des chevaux, on va faire naître des chevaux pour les abattre, pour les manger, mais c'est pas nous qui les mangeons. On les exporte en Italie. La grande majorité des chevaux partent à 18 mois pour être engraissés et consommés et donc abattus en Italie. On parle de laiton, la viande de laiton. Et en France, un petit peu. Il y a 8000 abattages, enfin dans les chiffres 2019, c'était 8000 abattages de chevaux par an sur l'année 2019 en France. Et c'était en baisse. Ça, c'est quelque chose qui va certainement disparaître d'ici 10 ans peut-être, parce que ça continue à plonger. Après, moi je suis dans une région, donc je suis en Occitanie, je ne suis pas de votre région. Et moi par exemple, en région Occitanie, vous avez dans certaines villes une boucherie chevaline. Avant on avait plus souvent des boucheries chevalines dans les grandes villes, mais par chez moi, je sais que c'est toujours présent. Sur les marchés aussi, on a des stands de boucherie chevaline. Et là, pour le coup, je pense que c'est du cheval de trait, on va dire, local. Donc je disais, en France, on consomme très très peu les chevaux de trait, mais en fait, localement, dans le nord aussi, dans le nord de la France, et en Belgique aussi, il y a de la consommation de viande de cheval, plutôt cheval de trait. Mais sinon, la viande chevaline qu'on consomme en France, c'est de la viande rouge, parce que c'était ce sur quoi on avait communiqué après la Seconde Guerre mondiale, source de fer dans la viande chevaline. Et donc, du coup, des poulains de trait, c'est pas cette viande-là qu'on va chercher, c'est de la viande rose. Donc la viande rouge que vous trouvez en supermarché, vous pourrez regarder dans les supermarchés, ce sont des barquettes de viande qui viennent souvent de l'Uruguay, notamment, d'Argentine. Donc c'est de la viande qui est importée de ces deux chevaux de ce type-là. Et puis il reste aussi l'abattage de chevaux de course qui sont et c'est l'issue de une bonne partie des chevaux de course, et ça fait partie de l'économie, si vous voulez. C'est réfléchi aussi comme ça. Oui, c'est aussi ça, je veux dire, effectivement, le secteur viande, c'est un secteur qui s'assume complètement dans la filière. Ça m'avait assez marqué aux assises en 2019, parce que le gars qui représentait justement la filière viande, enfin le côté viande de la filière équine, il avait fait une présentation, il était venu, il s'était assis, et en disant oui, on en fait partie, oui, on assume, etc. Bon, il avait quand même ressenti du coup le besoin de se justifier face à toutes les autres personnes qui étaient là. Mais il voulait vraiment faire ça, il était invité à ça, donc il y a quelque chose, la filière équine assume le fait de tuer les chevaux pour leur viande, pour les manger. Voilà, je pense qu'on peut nuancer ça, c'est que certains l'assument, mais vont pas publiquement forcément le dire parce que c'est pas bien vu, et puis d'autres le rejettent complètement et disent non, moi mes chevaux, on pointe du doigt beaucoup les courses. Certains entraîneurs, certaines écuries, ils n'envoient pas leurs chevaux à la boucherie, ils leur trouvent une seconde vie. Donc il y a des associations aussi qui se sont créées, comme Au-delà des pistes ou Seconde Chance, qui vont reprendre des chevaux, alors surtout des pur sang, mais aussi des trotteurs, parce qu'on a ces deux filières-là, et du coup les rééduquer, les entraîner pour en faire des montures polyvalentes pour des cavaliers en dehors du secteur des courses. Donc il y en a qui sont complètement opposés à ça, mais clairement il y a une économie qui est basée là-dessus dans cette filière. Mais là aussi, je repensais à Bartabas, parce que c'est un type qui me sort par les yeux comme ça. Et sur la viande, il avait dit un truc du genre si vous aimez les chevaux, mangez-les. Justement parce qu'il y avait cette idée de préserver les races de trait, etc. C'est tout à fait possible qu'il ait dit ça. Oui. Et c'est quelque chose qui est assez aberrant, du coup, au moins du point de vue antispéciste, de dire on a envie de préserver une espèce qui est une entité qui a aucun intérêt propre à elle-même. C'est une espèce, elle n'a pas envie d'être préservée, elle n'a pas envie comme ça, elle est composée d'individus. Et parce qu'on a envie de préserver cette espèce, pour nous, du coup, parce que c'est joli, parce qu'on a envie d'avoir de la diversité, du coup, on nous appelle à manger les animaux en question, qui du coup sont tués jeunes. Ils font partie de ceux qui sont tués les plus jeunes. On parlera tout à l'heure du réduit, tout ça, mais voilà, il y a quelque chose d'assez paradoxal là-dedans. Oui, tout à fait. Alors. Oui, alors celui-là... alors ça c'est plus votre partie. Celui-là c'est un peu mon domaine de spécialité, le côté expérimentation animale. Oui, il y a des chevaux qui sont utilisés dans les laboratoires en France. Vous avez entendu parler sûrement des fermes à sang il y a quelques années. Il y a eu les témoignages, les reportages là-dessus qui se passaient en Amérique du Sud, où on prend des juments, on les met enceintes, et puis entre telle et telle semaine de grossesse, on va leur prélever des doses massives de sang
parce qu'à l'intérieur, il y a une hormone spéciale qui permet, en étant récupérée, en étant retravaillée, de programmer les naissances dans les élevages en France, les élevages de brebis, les élevages de porcs, etc. Et donc, ces chevaux-là, ces juments-là étaient dans des états pas possibles en Amérique du Sud comme ça. Ça a fait un gros tollé. Il y a eu quelques changements comme ça. Maintenant, beaucoup de gens se fournissent plus en Amérique du Sud, mais vont se fournir en Islande, où ils font la même chose. La différence étant que, alors qu'en Amérique du Sud, ils avortaient les juments dès que la 12e semaine était passée, puisqu'ils ne pouvaient plus leur prélever le sang, ils n'avaient plus assez de cette hormone. Ils les avortaient, ils les remettaient enceintes pour recommencer. En Islande, la différence, c'est qu'ils vont jusqu'au terme de la grossesse, qu'ils laissent naître le poulain et qu'ils envoient le poulain à l'abattoir. Ce qui est apparemment mieux, c'est quelque chose voilà, de très bien. Donc ça, bon, c'est dans les autres pays, on peut se dire que ça n'existerait pas en France. Clairement pas dans les mêmes notions que ça peut se passer en Amérique du Sud, mais il y a quand même des chevaux qui sont utilisés par Sanofi Pasteur, par d'autres, qui sont dans des endroits où ils vont être pas forcément dans des mauvaises conditions de détention, mais où on va leur prélever du sang quand même régulièrement pour créer pour le sérum, pour les anticorps, pour avoir du sang, pour travailler sur d'autres choses. Ils vont être des réservoirs de matière, en gros. Et ces chevaux-là, ils vont être souvent placés. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de placer là-dedans, même pour les courses, tout ça. Il y a souvent des chevaux qui sont placés après leur carrière. Et donc... Bon, pour le cas des laboratoires, le cas de placement que j'ai vu, c'est des chevaux qui ont été utilisés comme ça pendant un moment et qui sont placés chez des gens qui vont les monter. Et donc c'est toujours, on les place toujours pas dans un endroit où ils vont exister seulement pour eux-mêmes, en groupe avec d'autres chevaux, avec d'autres types de relations. On les place toujours dans d'autres secteurs, en gros, de la filière. Et moi, pour ma part, pendant longtemps, j'avais entendu parler de chevaux en laboratoire sans forcément savoir d'où ils venaient ou pensant qu'ils avaient disparu. Et puis en fait, ponctuellement, moi je me déplace un peu dans toute la France. Ça m'est arrivé de croiser des chevaux justement replacés après leur service dans les laboratoires pharmaceutiques et qui sont chevaux de club. Et ils sont reconnaissables déjà par leur comportement où en général ils n'aiment pas du tout qu'on leur touche l'encolure puisque c'est là où on va prélever, faire des prélèvements et des ponctions régulières. En général, ils ont l'encolure déformée sur le côté gauche, notamment, un peu moins sur le côté droit, mais surtout sur le côté gauche. Et ils ont un numéro aussi sur la croupe. Donc voilà, c'est des chevaux qu'on repère assez facilement et qui se retrouvent en effet dans d'autres secteurs de la filière. Sur l'Union européenne, pour référence, les derniers chiffres qu'on a, c'est à peu près 13 000 procédures par an sur des chevaux et des juments. Et 98% sont des procédures légères, donc ça va être justement principalement des extractions de sang et d'autres choses comme ça. Mais en France, c'est un peu moins que ça. Il y a plus de procédures modérées, donc qui peuvent être des choses un peu plus invasives, plus stressantes, plus douloureuses. Comme ça, il va y avoir jusqu'à 20% d'expériences modérées parmi les chevaux qui sont utilisés en France. Voilà. Je pense que là, on a à peu près tous les secteurs. Je pense que là, on a. Voilà. Si vous voyez d'autres secteurs qui impliquent des chevaux, peut-être. Et là, je pense qu'on a brossé déjà assez large, donc dans tous lesquels, en fait, en discutant avec Nicolas, je me suis rendu compte que lui, quand il parlait des chevaux, il parlait de tous ces cas de figure-là. Et moi, j'avais un petit bout de la lorgnette sur plutôt le secteur que je connais, qui est celui, on va dire, le triptyque, là, équitation, concours, course. Après, avec en tête les quelques autres, mais... voilà. Qui représente la très grosse majorité, oui. Effectivement, équitation, course et concours... Oui. C'est l'immense majorité, mais oui, quand on en parle de l'utilisation des chevaux et des juments, c'est pas mal d'avoir la vision complète voilà. pour pouvoir discuter de tout ce qu'on leur fait et pas seulement comme le titre, seulement ouais. Monter les chevaux, il n'y a pas que ça, c'était plus pour... C'est plus divers, oui. Voilà. Du coup, raté. Oui. Voilà, deuxième partie, c'était sur le côté réglementation. Voilà, ça c'est une question qui revient souvent. On voit que dans les pays européens, il y a des lois. Alors là, on peut parler spécifiquement des chevaux. On a la Suisse, l'Allemagne, le Danemark qui ont des lois. Alors il y en a, c'est des codes, donc c'est moins obligatoire. Mais par exemple en Suisse, on prend souvent la Suisse, comme on est francophone, on va se pencher du côté des Suisses, où il y a vraiment des normes sur le nombre de mètres carrés disponibles par cheval, les conditions de vie dans lesquelles on les fait vivre. Voilà. Donc il y a vraiment tout un arsenal juridique à disposition pour surtout le cadre de vie. C'est le cadre de vie, et ils parlent de détention des chevaux, donc ils ont une loi sur la détention
des chevaux. Nous, en France, on n'a pas de choses qui concernent directement les chevaux. C'est là où je vous laisse... Ouais, peut-être d'abord sur le mot détention, Oui. vu que c'est quelque chose qui m'a bien plu justement quand on en a parlé. Alors en Suisse, ils n'ont pas forcément fait exprès d'utiliser en français le terme détention. Eux, ils parlent de détention des chevaux. Moi, je trouve ça c'est du verbe détenir en fait. Et comme ils ont ce problème de souvent traduire français et allemand, en fait, ils ont traduit ce qu'ils avaient peut-être écrit en allemand et c'est devenu détention. Moi, je trouve que le terme de détention, il est plutôt intéressant parce qu'il nous interpelle. Il est connoté quand même pas de façon agréable en général. Du point de vue humain, c'est connoté avec un milieu carcéral. Et quand on parle d'hébergement du cheval, je trouve qu'on est un peu gentil parfois sur... en fait, on laisse jamais aucun choix. Enfin, les chevaux n'ont pas le choix dans des conditions, même si elles sont favorables à leur bien-être, ils n'ont pas le choix. Donc, dans le terme de détention, moi, je trouve que c'est détenir, c'est nous qui les détenons. Et après, on leur impose finalement des choix qui sont les nôtres. Et ça, c'est une réalité, tout simplement. Et je trouve que ce mot-là, il peut quand même remettre ça. Et quand on dit hébergement, l'impression de un peu l'hôtel avec le gîte, le couvert. Et bon, c'est peut-être le sentiment que certaines personnes ont en travaillant auprès des chevaux d'être à leur service. Mais finalement, c'est pas forcément le cheval qui a choisi cela. Et effectivement, les mots, c'est aussi, je voulais appuyer là-dessus parce que c'est toujours hyper important de voir comment on utilise les mots comme ça. Et j'en profite, faudra peut-être après qu'on accélère, je sais pas, mais aussi sur le fait que j'utilise à chaque fois, je dis chevaux et juments. Je sais que c'était une discussion qu'on avait eue dans l'article que j'ai écrit, La libérer les chevaux et les juments. Et on avait une discussion parce que vous m'aviez dit et d'autres m'avaient dit non, mais en fait, il y en a 3 sexes chez les chevaux. Il y a les chevaux, les hongres et les juments. Je dis, mais non, les hongres, c'est des chevaux aussi, c'est des mâles aussi. Et il y a quelque chose de très bizarre à définir comme un 3e sexe des chevaux auxquels qu'on a choisi concrètement de castrer. Du coup, ça les ancre directement comme si c'était tout à fait essentiel à la nature des chevaux d'être séparés dans ces 3 catégories-là, alors que la catégorie de hongre, c'est une catégorie qu'on a créée, nous, spécifiquement, pour nos usages, pour des usages très particuliers qu'on veut en faire. Donc voilà, c'était pour souligner ça. Moi, je préfère toujours dire les chevaux et les juments. Et ça... Que vous avez entendu jusqu'à présent Nicolas le dire à plusieurs reprises. Sur le côté réglementation, sur les chevaux, il y a plusieurs choses qui ressortent dans le code rural, dans le code de la santé publique, le code du sport. Et puis il y a tout un tas de bonnes pratiques qui sont recommandées, soit pendant les inspections, soit par l'IFCE, l'Institut français du cheval et de l'équitation, ou par des institutions comme ça. Le code rural, déjà, si vous ne connaissiez pas l'origine du nom de l'association L214, elle est là. L214 qui ne s'occupe pas des chevaux, qui s'occupe des animaux destinés à la consommation. Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Qui est un article qui, si vraiment on le prenait à la lettre, voudrait dire que tout ce qu'on fait aux animaux, de manière générale, surtout pour les consommer, serait illégal. Mais ils ont oublié de manière assez pratique des virgules pour dire que peut-être tous les animaux ne sont pas des êtres sensibles. Et puis ils ont bien formulé ça comme des impératifs biologiques, ce qui fait qu'en fait les seuls impératifs biologiques, à part boire et manger et pouvoir dormir, il n'y a pas grand-chose qui soit vraiment un impératif pour la survie. Donc c'est assez limité comme formulation quand même. Autre chose, dans le Code civil, plus récemment, c'est apparu, ça date de 2015, que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Par contre, il fallait garder le fait que, concernant les lois, ils sont soumis au régime des biens. Donc c'est un peu juste un principe. Mais le fait que ce principe soit apparu et été mis là, c'est pas non plus anodin, c'est vraiment quelque chose qui était important, qu'on arrivera peut-être à voir ailleurs aussi. Et à reconnaître qu'ils ne sont pas seulement doués de sensibilité, mais aussi de sentience, parce que la sensibilité, si vous ne connaissez pas Florence Delry, elle en parle souvent, vous pourrez regarder ses sites. La sensibilité, mon téléphone portable, il est sensible aussi, parce que quand on touche dessus, il repère qu'on touche, et puis il réagit en fonction, et il fait des choses en fonction. La sensibilité, c'est limité. Les plantes sont sensibles aussi dans ce sens-là. Les animaux, ça va plus loin que ça. Ils ont une conscience subjective, ils ont des projets, ils ont des états émotionnels positifs et négatifs, avec des envies plus ou moins marquées, avec des frustrations, etc. Tout ça, c'est la sentience, donc c'est quand même, on est au-dessus de la sensibilité, et c'est un terme qui est assez important pour l'antispécisme. Et ce terme de sentience, c'est un terme qui n'est pas tellement connu, je dirais, dans le langage courant.
Et bon, c'est là où vous voyez que c'est important de bien définir les mots et que dans une loi, on peut lui faire dire certaines choses et du coup brider, pour prendre une expression équestre, brider le sens de certains mots, parce que moi, dans sensibilité, j'entends cet aspect de doué de ressentir des émotions. Pour moi, un être sensible, c'est un être qui ressent des émotions et le terme de sentience, j'ai l'impression de ne pas en avoir besoin. Mais si maintenant d'autres inverse, je dirais, la vapeur et vont dire que bah non, c'est juste la sensibilité, en ressentir avec les canaux sensoriels, je dirais, en mettant de côté les émotions, les ressentis, bah c'est sûr que là, ça devient un problème. Donc voilà, parfois s'attarder sur les mots, arriver à bien les définir et penser ce que ça implique derrière. Bon bah cette notion de sentience, je sais pas, moi aujourd'hui, j'ai pas assez de recul et de connaissances sur les applications de la loi, mais est-ce que du coup certaines personnes peuvent tordre la loi ou de toute façon dire bah, de toute façon il y a marqué que sensible et il n'y a pas l'aspect émotionnel. Bon, moi ça me serait jamais venu à l'esprit que le terme de sentience, déjà je le méconnaissais ce terme, voilà, qu'il soit nécessaire, peut-être. Mais en tout cas c'est une question, je pense intéressante, si tant est que voilà, certaines personnes, je vous dis, essayent de contourner les textes de loi finalement en s'appuyant dessus, en jouant sur les mots. Indépendamment de la loi, je pense qu'il est intéressant du point de vue culturel qu'on puisse distinguer les choses avec les... Parce qu'en anglais, on fait la différence en fait. En anglais, le terme de sentience, c'est un mot qui existe en langue anglaise, que nous, je vous dis en français, qu'on a traduit littéralement. Pour moi, c'est pas du tout un terme familier que j'entends jamais dans les conversations, même de chercheurs en éthologie. Le terme de sentience, je l'ai rarement entendu sur des problématiques de bien-être, quoi. Enfin, ça vient, hein, je veux dire, c'est quelque chose qui est discuté, mais c'est quand même pas fréquent. Alors que oui, en anglais, sensibilité, du coup, sensible serait plutôt sensitive. C'est ça. Et il y a vraiment cette distinction-là. C'est vrai qu'on l'avait pas en français avant de faire la distinction. Donc c'est pas mal qu'on enrichisse un peu le vocabulaire pour ça. Pourquoi pas, oui. Ensuite, donc, je vous disais sur les bonnes pratiques, c'est tout ce qui peut être recommandé lors des inspections. Et pour les inspections, il y a ce qu'on appelle un vademecum, qui est un guide qui est édité par le ministère de l'Agriculture. Si vous allez sur le site du ministère de l'Agriculture, vous tapez vademecum ministère de l'Agriculture, vous allez tomber là-dessus. Vous pouvez regarder, celui-là je crois qu'il fait une 40aine de pages, qui explique quels sont les items que les inspecteurs et inspectrices regardent au moment de faire l'inspection et quels sont les textes de loi en référence auxquels il faut regarder ça ou ça et quelles sont les bonnes pratiques qui ne sont pas marquées dans la loi mais qu'il faudrait appliquer. Parce que notamment sur les normes de détention, justement, les stalles, ces trucs absolument affreux où les chevaux et les juments peuvent pas se tourner, ils agissent toujours dans le même sens. Ils sont attachés en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, ils sont, si vous voulez, entre deux parois, attachés à un mur. Les stalles en France sont pas interdites comme mode de détention permanent. Par contre, en Suisse, au Danemark, enfin dans plein de pays, c'est interdit comme mode de détention permanent. En France, ça l'est pas, mais ça tend à disparaître vraiment. Ça reste maintenant, je pense, c'est vraiment un mode de détention marginal. Mais historiquement, c'était utilisé pour avoir des chevaux en ville quand ils étaient force de traction et que c'était nos véhicules. Enfin, ils servaient à tirer nos véhicules. Donc c'était un moyen de les ranger en prenant moins de place, enfin en prenant peu de place, parce que les box, donc cet espace clos dans lequel on peut les mettre, n'existait que très peu. Donc les chevaux étaient en stall. Mais du coup, quand même, pour les box, c'est ce que vous disiez, dans d'autres pays, il y a des normes qui sont chiffrées, etc. En France, il y a la notion qu'il faut que le cheval puisse se retourner, se coucher, se lever et bouger un peu. Mais à partir de là, c'est considéré que... Enfin, ça veut dire, du coup, les inspecteurs, ils viennent regarder ça. Ok, le cheval, ouais, il a la place de se lever, il a la place de tourner sur lui-même comme ça, donc ça va, c'est pas trop mal. Et ça, c'est un peu la limite basse de qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Ce qui paraît, enfin, de mon point de vue, ça paraît absolument insuffisant. Qu'il n'y ait pas quelque chose de beaucoup plus large qui soit imposé avec des accès un temps minimum d'accès à l'extérieur, des choses comme ça, toutes bêtes, qui ferait que les équidés puissent se voir entre eux, communiquer. Il y a des notions comme ça de bonne pratique dans le vademecum quand même qui mentionnent que c'est pas mal quand ils sont dans des box, qu'il n'y ait pas des parois qui leur cachent les autres chevaux, les autres juments qui sont dans la pièce, pour qu'ils puissent au moins se voir un peu, éventuellement se toucher. Ce qui est mieux que ce qu'on pouvait faire avant, où juste j'ai des grosses parois, on voit rien, on est tout seul toute la journée à tourner sur soi. C'est pas top. Mais bon, on parlera un peu plus en débat mouvant
à quel point c'est suffisant cette réglementation ou pas. Ou pas. Je pense que voilà. Ça c'est les différents items. Bon, c'est pas très important. Les différents Points grandes lignes qui sont abordées dans le vademecum concerné. Et donc, il y a 800 inspections par an, en gros, de la part des directions départementales de protection des populations, qui sont gérées par les préfectures, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Et il y a d'autres inspections, beaucoup plus, qui sont faites par l'IFCE, l'Institut français du cheval et de l'équitation. Anciennement, donc les haras nationaux. Hein. Et qui viennent quand même contrôler comme ça cette réglementation. Maintenant, dans mon expérience qui ne concerne pas spécifiquement les chevaux, mais des rapports d'inspection faits par les DDPP, j'en ai vu passer un paquet concernant les laboratoires d'expérimentation animale. Ça reste des choses qui sont très conciliantes de plein de manières, où on considère qu'il faut être gentil avec les professionnels et les aider à avancer plutôt que les sanctionner. Il faut les conseiller, etc. Donc on se retrouve avec des situations des fois où il y a des gens qui sont manifestement en non-conformité par rapport à la loi peut prévoir des sanctions pénales pour ça et tout, mais malgré ça il ne va pas y avoir de sanctions pénales. On va leur faire une petite tape sur la main en leur disant « Ah, la prochaine fois, quand on revient, l'année prochaine ou dans 3 ans, il faudrait que ce soit mieux. » quoi. Là, dans le domaine du cheval, en plus, on n'a pas d'obligation. Hein. Donc, voilà, des chevaux qui vivent en boxe et qui sortent pas au paddock et qui voient pas de congénères, je pense qu'on ne peut rien leur dire de toute façon. Hein. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait des remarques par rapport à ça. Aujourd'hui, je dis pas que c'est la norme, mais en tout cas, c'est accepté comme tel. Et comme de toute façon, la loi non plus n'interdit pas, par exemple, des chevaux en stall. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire à des gens qui détiennent des chevaux en stall, à part que peut-être ça pourrait être bien s'ils faisaient autre chose, mais bon, si on vous dit de toute façon c'est pas interdit et puis je peux pas tellement faire autrement. Je suis pas sûre. C'est sûr que là, s'il y a une vocation de conseil, ça peut être intéressant. Mais après, je sais pas dans la pratique exactement comment c'est fait. Mais une nouvelle fois, il n'y a pas de toute façon d'obligation à satisfaire des sorties en liberté, d'imposer des contacts avec les congénères. En Suisse, par exemple, c'est obligatoire que les chevaux ne soient pas détenus seuls. Alors, on parle beaucoup de cette détention avec des bâtiments, on parle des stalles et des box. Moi, dans ma région, il y a énormément de chevaux tout seuls dans des prés. En Suisse, c'est interdit ça. Vous ne pouvez pas détenir un cheval tout seul. Il faut forcément qu'il soit au moins 2. Après, il y a une dérogation si vous avez un cheval qui décède, et que c'est des vieux chevaux, vous n'avez pas une obligation d'en prendre un en suivant. Mais en tout cas, c'est interdit de détenir un cheval tout seul. En France, on parle des chevaux, et je connais beaucoup moins les ânes, hein, mais quand on parle d'équidés, dans le sens biologique, on devrait inclure les ânes, les mules et les mulets. Les ânes, on a exactement le même problème. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui prennent des ânes, parce que c'est mignon, et ils les laissent tout seuls. Et il y en a plein les refuges pour animaux, parce que les gens les abandonnent, s'en sont plus occupés. C'est même pas qu'ils savent plus s'en occuper. Ils n'ont jamais su s'en occuper, et ils s'en occupent plus du tout. Donc on a quand même aussi... On stigmatise souvent les chevaux dans des écuries, mais les chevaux qui vivent dehors, c'est pas toujours non plus tout rose. Et pour le coup, ils peuvent échapper. Ils vont passer sous les radars, si vous voulez, aussi des contrôles, parce que là on parle des contrôles, c'est plutôt pour les professionnels qui sont installés, mais tous les particuliers qui ont des chevaux ne rentrent pas dans ces cadres d'inspection. S'ils ont 1 ou 2 chevaux, ils sont pas concernés par ça. Donc ils seront même pas, si vous voulez, soumis à un quelconque conseil, à part peut-être par l'intermédiaire du vétérinaire, si tant est qu'ils appellent le vétérinaire, ou le maréchal ferrant, si tant est qu'ils appellent le maréchal ferrant. Ça commence en général par là. Ils n'appellent pas les professionnels pour entretenir les pieds des chevaux ou des ânes. Donc voilà, on a quand même aussi ce problème-là cette préoccupation dans la filière d'avoir d'un côté des professionnels et puis aussi des propriétaires d'animaux qui ont de la place ou accès à des terrains et vont prendre des chevaux et du coup pas toujours se préoccuper de savoir comment un cheval est fait pour vivre. Donc voilà, on parle des contrôles, de la loi, mais finalement aussi les particuliers peuvent quelque part échapper à ça.
Donc, et du coup, la question. on vous posera la question, là, on va pas vous poser tout de suite, on verra vraiment à la fin les questions, tout ça. Mais c'est vrai que la question se pose d'une réglementation plus dure, plus sévère pour détenir des chevaux. Est-ce qu'il y aurait besoin d'un permis de détention? Alors déjà, c'est pour nourrir votre réflexion par rapport au débat qui va suivre. Aujourd'hui, donc je vous disais par exemple, les stalles sont pas interdites, mais on voit dans le mouvement de notre société que c'est quelque chose de moins en moins accepté et que elles disparaissent. Je veux dire, des centres équestres, des poneys de club avec des stalles, il y en a de moins en moins et elles sont complètement abandonnées, transformées, enfin elles sont plus utilisées pour ça et ça c'est de plus en plus fréquent. Maintenant, un permis de détention, est-ce qu'il en faut un? Alors la question se pose presque même plus en 2022, c'est-à-dire qu'il va y avoir a priori un texte de loi qui va définir quelles sont les prérogatives pour détenir des chevaux. Alors je pense que ça concerne les équidés, donc peut-être les ânes. Ça, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, c'est en novembre 2021 que la loi a changé en disant qu'il allait falloir que tout propriétaire de chevaux soit titulaire d'un certificat de capacité. Après, on n'a pas encore les décrets d'application qui disent en quoi ça consiste. Voilà. Mais c'est plus que dans les tuyaux, c'est plutôt carrément engagé. Moi, de mon point de vue, je pense qu'il y a une formation. Alors, je prêche pour ma paroisse. Je pense que la formation est très importante et la sensibilisation. En Suisse, c'est aussi ça qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont fait une loi. Alors, les Suisses sont très normatifs. C'est pas que le domaine des animaux. Il y a beaucoup de normes. Mais par contre, ils accompagnent aussi les détenteurs d'animaux, parce que ça ne concerne pas que les chevaux. Les détenteurs d'animaux, ils les accompagnent au cours de formation. Ils leur expliquent pourquoi, dans la loi, il doit y avoir tant de mètres carrés par cheval, pourquoi il doit être avec des congénères, pourquoi il doit manger comme ci, comme ça, etc. Donc moi, je suis plutôt à dire, dans notre logique française, il y a des choses qui disparaissent d'elles-mêmes parce que avec la société, ça change et du coup, il y a des choses qui sont plus acceptables, donc de facto, ça disparaît. Par contre, je pense qu'il y en a un grand besoin d'information et que ça passe par les différents professionnels qui côtoient les propriétaires de chevaux, que ce soit des particuliers ou des professionnels, quoi. Et je sais que Nicolas n'est pas forcément de cet avis-là. Oui, parce qu'effectivement, si on attend que les choses se résolvent d'elles-mêmes avec des petits changements culturels petit à petit, etc., on peut attendre très longtemps quand on voit déjà des choses comme ne serait-ce que les animaux sauvages dans les cirques, qui, pareil, la loi de novembre va les interdire, mais elle laisse encore 5 ans avant l'interdiction, elle laisse encore comme ça, alors que c'est quelque chose qui est décrié par tout le monde, par la grosse majorité de la population, depuis 15, 20, 30 ans. C'est quelque chose qui est largement, même pas controversé, il y avait quand même un gros consensus là-dessus, que c'était quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Et le temps qu'il a fallu pour obtenir une loi, sans cette loi, ça ne se serait jamais arrêté. Et là, même avec cette loi, ils sont déjà en train d'essayer de trouver des moyens de contourner. Donc c'est compliqué. Donc je pense quand même souvent, quand on voit déjà les contrôles, les grosses limites qu'on les contrôle, et comme ça, si en plus on n'a pas de normes et qu'on est vraiment dans les bonnes pratiques et d'en faire évoluer doucement comme ça, au final on n'arrive à rien. En même temps c'est pareil, je prêche pour ma paroisse parce que moi le but final n'est pas le même que le vôtre. c'est évidemment qu'on arrive le plus vite possible à des choses beaucoup plus radicales, dans le sens vraiment qu'on aille à la racine du problème pour changer les choses. Donc on vous laissera la parole là-dessus par la suite. Alors ça, c'est la question de l'enseignement de l'équitation. C'est un sujet qui peut revenir. Alors là, pour le coup, qui nous concerne plus, on est moins dans, par exemple, les courses, la chasse à courre, ou différents secteurs. L'enseignement de l'équitation, c'est une vraie question, et je sais que Nicolas l'avait soulevé lors du débat avec Jocelyne Porcher aux assises de la filière. C'est, ok, vous apprenez l'équitation, mais il y a une étude qui montrait que les chevaux avaient mal au dos quand on débutait. Donc est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ? Je fais n'importe quoi, moi ça marche pas. Comment s'apprend l'équitation aujourd'hui ? Comment elle s'enseigne ? Jusque-là, il y a une tradition plutôt de l'équitation à apprendre, par exemple avec des poneys quand on est enfant. Mais il y a peut-être des suggestions. Je sais que Nicolas posait la question de savoir si on pouvait aussi
Oui, par faire rapport à autrement. ces questions de problèmes de dos, déjà ça fait plaisir puisque la salle n'a pas commencé à se soulever comme ça avait été le cas aux assises. Où dès que j'ai mentionné les problèmes de dos, tout le monde était en train de pester comme quoi c'était n'importe quoi, c'était des préjugés, etc. Il s'avère, oui, il y a 2 études qui existent en France sur les problèmes de dos chez les chevaux de centre équestre. Si vous voulez regarder, c'est Le Simple et al. En 2011 et puis Pavluski et al. En 2018. Il y a les références sur le site d'Acta Gironde. Et c'est des études qui ont été menées par l'université de Rennes sous la tutelle de Martine Ausberger, sur des centres équestres en France. Donc c'est l'équipe de Rennes qui a travaillé sur ces 2 publications-là. Et alors la deuxième n'était pas spécifiquement sur les problèmes de dos, mais ils ont mesuré comme dans la première. Et la conclusion des 2, c'est quand même que la grosse majorité des chevaux et des juments dans les centres équestres ont des problèmes de dos sévères. Et que les gens dans les centres équestres s'en rendaient pas compte. Donc il y a quelques limites méthodologiques, parce que vous me disiez, voilà, effectivement, repérer les problèmes de dos chez les chevaux, c'est compliqué, donc ils font beaucoup au toucher, etc. Et on repère comme ça parce que l'imagerie, c'est complexe. Mais reste que le constat, il est là quand même, parce qu'il y a aussi quelque chose qui a été fait en Suisse plus récemment. Là, en 2019, les résultats d'une autre étude ont été présentés, qui demandaient, ils avaient recruté quelques centaines de personnes, des gens qui se considéraient comme des cavaliers et des cavalières professionnels ou accomplis comme ça. Ils considéraient être, eux, en bonne santé, ils considéraient que leur cheval ou leur jument était en bonne santé. Il s'avérait qu'il y en avait la moitié qui avaient des problèmes de boiterie que les gens n'avaient pas remarqués et qu'il y en avait plus de la moitié qui avaient des problèmes de dos que les gens n'avaient pas remarqués. Donc finalement c'est quelque chose qui revient à chaque fois et c'est pas un mythe, c'est pas un préjugé de la part des gens qui sont contre l'utilisation des chevaux, c'est une réalité qu'il y a un problème avec le dos des chevaux et des juments, il y a un vrai problème et les gens qui pensent être capables de les repérer manifestement n'en sont pas vraiment capables. Donc moi j'en reviens à la formation. Voilà. Du coup, il pourrait y avoir des formations pour repérer ça mieux. À quel point est-ce que les gens le repéreraient ? À quel point est-ce que les gens pourraient vraiment repérer ça Si c'était repérable par des vétérinaires, en l'occurrence, je pense que voilà. Après, c'est l'œil qui doit s'exercer. Et c'est sûr que si on a comme référence que des chevaux qui ont une locomotion altérée, forcément, on ne voit pas un cheval qui a une locomotion altérée. Et un cheval sain, évidemment, si on n'en a pas vu, on ne peut pas apprécier la différence. C'est tous les problèmes avec de quelle référence on part, et du coup, que ce soit voir des chevaux dans telle condition de vie ou telle autre, ça nous semble normal ou au contraire anormal. Ça dépend de quelle référence on part, et du coup, avoir des critères objectifs, quantifiables, moi c'est ça que je défends. C'est quelque chose qui s'apprend, qui s'enseigne. Mais pour le coup, il faut des actions de formation et avoir des professionnels qui peuvent éduquer le regard sur ces sujets-là. Et en même temps, s'il y a tous ces chevaux et ces juments qui ont des problèmes de dos comme ça, même indépendamment du regard, on pourrait les repérer, mais vu que c'est la majorité, qu'est-ce qui se passerait ? Du coup, ces chevaux-là, ces juments-là, elles seraient moins utilisés ? Après, ce qui serait intéressant de voir aussi, c'est les conditions de vie dans lesquelles vivent ces animaux. Aussi. Parce que tout ça, il y a des facteurs aussi qui peuvent être liés. Et souvent, on fait le parallèle entre un cheval et puis un athlète humain. Et un athlète humain, il ne reste pas 23 heures sur 24 enfermé dans sa douche en termes de volume d'espace. Et il sort pas 1 heure juste pour s'entraîner. Un athlète, il est mobile en permanence, et donc ces chevaux, faudrait voir aussi les conditions de vie dans lesquelles ils vivaient, et peut-être que aussi en changeant des conditions de vie, on peut avoir une amélioration de leur locomotion. Voilà. Il y a aussi, il y a tout un tas de paramètres qui entrent en jeu là-dedans. Sur l'apprentissage, il y avait des gens qui m'avaient suggéré à la sortie des assises de dire oui, nous on fait des apprentissages sur simulateur, etc. Pourquoi pas, il y a des robots où au moins les gens apprennent quand ils commencent, pourquoi pas, je suis quand même contre, mais au moins en termes d'amélioration de ça, les gens apprennent au moins à pas trop serrer les jambes, pas trop tirer, à avoir une position au moins vaguement correcte et à s'équilibrer, avant de monter sur un vrai cheval qui a rien demandé et qui du coup a surtout pas à subir des choses de quelqu'un qui sait pas du tout se placer et à devoir lui compenser. Donc ça devient le brouillon. Le brouillon, c'est le simulateur, c'est pas le cheval. Donc ça, c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes, et des simulateurs, on en a en France. Il y a quelques personnes qui travaillent avec des simulateurs. Je pense que c'est quand même pas très répandu.
Mais ça apporte, évidemment, c'est pas les mêmes sensations que sur un cheval, mais ça peut permettre de travailler certains exercices. Je réutilise le terme de brouillon parce que voilà, on se rend pas compte toujours, mais les chevaux, ils peuvent encaisser parfois certaines choses que peut-être on pourrait leur épargner en développant des approches, je dirais, différentes pour être mieux ensuite, une fois en selle. Il y a aussi tout ce qui est préparation physique du cavalier. Souvent, là, c'est un sujet de recherche en ce moment sur la posture du cavalier, et dire que les cavaliers sont souvent des sportifs qui s'ignorent et qui, en fait, ne font comme sport que l'équitation et ne vont pas se préparer physiquement, et du coup, c'est au détriment de l'ensemble du couple cavalier-cheval. Donc, il y a aussi des ouvertures de ce côté-là, et c'est un sujet vraiment d'actualité dans le milieu du cheval, de travailler sur d'autres capacités physiques de la part du cavalier. Et ça, je pense, à tous âges. Parce qu'on parle beaucoup pour le haut niveau, mais il n'y a pas que le haut niveau. Et du coup, vous seriez plutôt pour généraliser les simulateurs sur le... Généraliser, pourquoi pas. En tout cas, essayer de déjà voir aussi ce que ça apporte. Parce que pour le coup, il y a peut-être quand même des choses à mesurer. Et est-ce que ça a un impact ou pas et pareil pour le travail, les échauffements, les étirements, enfin voilà, les développements musculaires des cavaliers dans d'autres domaines que l'équitation aussi. Ça, je pense que c'est plutôt bénéfique pour tout le monde d'ailleurs. Ah bah ça, du coup, on a inversé. Mais voilà, effectivement, l'apprentissage de la meilleure lecture, comme ça, bon, on en a parlé. Et il y avait quelque chose que du coup vous m'avez proposé quand on a discuté de ce débat. Et ça, alors ça, je l'ai pas inventé, c'est en côtoyant différents professionnels dans toute la France et voir des initiatives qui sortent des habitudes que moi j'ai pu connaître, par exemple quand j'ai débuté l'équitation étant enfant, où on est davantage sur une découverte de l'animal, parce qu'on sait dans la filière, en tout cas dans l'équitation, la Fédération française d'équitation, on sait que les gens qui viennent dans les centres équestres, ils viennent d'abord rencontrer l'animal, et donc leur proposer des séances où c'est 1 heure d'équitation, c'est pas forcément satisfaisant pour les personnes, et donc non plus pour les chevaux d'ailleurs, et pour les enseignants non plus. Et donc proposer d'autres pratiques de découverte des chevaux et avoir finalement non pas une vente d'heures d'équitation, mais des séances qui comprennent une partie où on est en contact avec le cheval ou le poney, et ensuite peut-être on va monter dessus, mais on en discutait encore aujourd'hui, pas forcément au cours des premières séances. Et ça fait partie de ce qui est enseigné et partagé dans ces écoles, du coup peut-être pas d'équitation, mais ces écoles du cheval ou des chevaux. C'est des choses qui se font, mais ça c'est pareil, vous aurez toujours des gens qui vont râler parce qu'ils ont amené leur enfant pour qu'il monte à poney. Et du coup râler parce qu'on l'a pas fait monter à poney pendant 1 heure. Et qu'il a fait du travail à pied, des exercices à pied, d'autres choses, ou qu'il a brossé le poney. Mais ça, je pense que c'est une question aussi d'éducation, et que si les gens veulent un rapport, je sais pas, de domination de l'animal ou de dépassement physique, et voilà, peut-être ils peuvent changer d'activité sportive, et que c'est un être vivant et que voilà, on l'utilise pas comme un objet. Donc ça, je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment dans cette démarche-là. J'en connais là dans la salle qui sont là et qui pratiquent ça et qui réfléchissent beaucoup à ça. Et je pense que voilà, qu'il y a déjà des gens qui sont dans cette mouvance-là et que ça fait partie d'une évolution de la société, mais que c'est pas toujours c'est pas toujours compris déjà par d'autres professionnels, et puis aussi par le entre guillemets consommateur. Je pense que c'est quelque chose qui s'éduque et qui peut se partager. Enfin, en tout cas, moi, c'est vers ça que j'aspirerais, et je pense qu'étant enfant, c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plu. Et de toute façon, moi, de ma génération, si on traînait dans les écuries longtemps pour donner un coup de main à nourrir les chevaux, sortir les chevaux, les emmener brouter, etc., c'était aussi cette recherche du contact avec les chevaux qu'on nous proposait pas forcément dans les séances dites d'équitation. Et en même temps, même ces séances qui ne seraient pas des séances montées, etc.,
Du coup, ça reste quand même de la consommation, dans le sens que les gens vont quand même payer, vont quand même venir pour utiliser l'animal d'une manière ou d'une autre, que ce soit pas monté, que ce soit comme ça. Les gens, ils viennent, ils consomment. Du coup, c'est aussi quelque chose, ne serait-ce que faire ça, c'est déjà entretenir l'image de je peux payer pour utiliser cet individu. Oui, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais... Mais du coup, je prends de l'avance sur la partie antispécisme pour venir après, parce que effectivement, c'est quelque chose où, oui, si on entretient des relations de... Monnayable. Une relation monnayable, une relation qui est une relation de domination à partir du moment où on peut faire à la personne ce qu'on veut en la payant. On pourrait parler du statut salarié et de tout le reste aussi. Hein. Il y a des parallèles qui pourraient être faits de plein de manières si on veut. Mais ce sera pour une autre conférence faite par d'autres gens qui... Ceci dit, dans certains établissements, et souvent ceux-là vont avec ça, ils cotisent pour une retraite pour leurs chevaux. Donc... Et oui, il peut y avoir des choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Sur un parallèle qui n'est pas inintéressant. Ouais. Au moins dépenser l'argent, c'est ça, pour le cheval, spécifiquement pour le cheval, sans y gagner quelque chose soi-même. Là, il y a une relation déjà qui est différente. Ouais. Et du coup, il y avait ce mot, c'est vrai que je voulais mettre cette question, parce que équitation éthologique, quand j'ai eu ça à plusieurs reprises, les premières fois que je l'ai vu, c'était notamment critiqué, alors par un type que je nommerai pas, parce que humainement, voilà. Mais du coup, c'était quand même critiqué, parce que équitation éthologique, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi, et souvent utilisé pour vendre des choses. Et des fois, ça n'a rien à voir avec l'éthologie, qui est la science qui étudie le comportement des animaux, qui étudie leur vie cognitive, etc., sociale. Des fois, c'est équitation éthologique, on va faire comme faisaient les Indiens, parce que les Indiens, c'est beau, c'est exotique, tout ça. Alors, on ne sait pas lesquels, mais c'est pas grave. Et on va monter sur les chevaux gentiment, etc., pour être en contact avec eux, etc. Et ça peut être des pratiques qui sont encore pire pour le cheval que ne le seraient d'autres pratiques. Dans certains cas, donc en fait, ce qu'on appelle l'équitation éthologique, c'est un mouvement qui est apparu dans les années 2000, qui est venu plutôt des États-Unis, et qui a été baptisé par la Fédération française d'équitation, équitation donc éthologique, en 2003. Et qui regroupe en fait différentes pratiques qui ont pour point commun de travailler à pied, mais d'avoir remis au goût du jour le travail à pied, puisque historiquement, dans la culture de tradition française de travail du cheval, il y avait du travail à pied, mais qui avait été oublié. Donc voilà, avec des manières de faire, et peut-être ce qu'ils ont remis au centre, là, pour le coup, dans la relation homme-cheval, c'est de replacer le cavalier, alors à pied déjà, mais de placer ce cavalier dans une position d'enseignant par rapport à son cheval. Et du coup, de le mettre dans une posture qui lui permet finalement de communiquer avec son cheval, alors que dans la situation d'équitation classique telle que jusque-là c'était présenté, on était plutôt dans être un utilisateur des chevaux, dans le sens, si on a les bons codes, le cheval va y répondre, mais on ne participe pas à son éducation, à comment il peut comprendre ce qu'on lui demande. Il faut bien se positionner, faire ci, comme ça, et là, le cheval, on appuie sur les bons boutons et ça va bien faire. Là, dans l'équitation éthologique, ça a quand même replacé, à mon sens, au centre, le cavalier comme acteur des apprentissages chez le cheval, en le positionnant comme étant un enseignant auprès de son cheval. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce qu'il y a beaucoup de pratiques très différentes, et certaines qui peuvent être particulièrement coercitives. Donc c'est comme dans toute pratique, il y a des gens qui font des choses tout à fait formidables, et puis d'autres, on aimerait mieux ne pas les voir. Donc ce terme d'équitation éthologique, il a été aussi pas mal commercial. Et c'est devenu aussi un argument de vente, et on a vu toute une panoplie éthologique apparaître avec l'hélicole éthologique. Alors c'est de l'hélicole en corde, moi je vais parler de l'hélicole en corde, je ne parle pas de l'hélicole éthologique, des débourrages éthologiques, des pensions éthologiques, et par raccourci même dans le milieu du cheval, ça c'est très spécifique cheval, on parle d'éthologie. C'est-à-dire que, alors là, pour le coup, moi, ça fait un amalgame avec mes études, c'est dire, je fais une séance d'éthologie. Non, en fait, tu fais pas vraiment une séance d'éthologie, tu fais une séance de travail avec ton cheval, avec certains principes, mais pour le coup, ces méthodes, parce que c'est des méthodes qui sont venues des États-Unis, n'étaient pas basées sur des connaissances en éthologie. En France, on a un petit peu fonctionné différemment par rapport à d'autres pays, parce que finalement, on a rattrapé le train en marche, on s'est fait
voilà, la Fédération française d'équitation et les pratiquants de cette équitation dite éthologique se sont fait attaquer par les chercheurs en éthologie qui ont dit c'est n'importe quoi d'utiliser ce mot. Bon, mais c'est vrai que c'est pas étonnant parce que à coller équitation et éthologie, ça n'a pas forcément de rapport de prime abord. Et du coup, ce qui a été fait, c'est que la Fédération française d'équitation a demandé à des chercheurs en éthologie, puis moi j'avais fait partie aussi des personnes consultées, pour savoir ce qu'on pourrait mettre dans les programmes de ces savoirs d'équitation éthologique, parce qu'on a des niveaux de progression, pour parler d'éthologie. Et c'est là où ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce mélange des genres, des termes, on a amené des connaissances scientifiques dans les programmes et donc dans la formation des cavaliers. Et donc au départ, c'était que sur le secteur dite équitation éthologique. Et puis par la suite, dans les niveaux généraux qui s'appellent les galops, les niveaux de progression des cavaliers, toutes disciplines confondues, on a intégré aussi du travail à pied, de l'enseignement donc du cavalier envers son cheval et des connaissances sur le comportement des chevaux. Et ça, c'est pas inintéressant parce qu'on est la seule fédération équestre au monde à avoir des connaissances sur le comportement des chevaux dans la progression des cavaliers. Donc ça, c'est quand même pas, c'est pas négligeable. Mais voilà, je vous dis, équitation éthologique, c'est très vaste et on peut y trouver plein de choses différentes, des choses très diverses. Sans avoir forcément de repères pour savoir les distinguer, du coup. Oui, il faut avoir un œil un peu averti, peut-être, pour voir. Ouais. Et du coup, le côté antispéciste, parce que qu'est-ce que c'est ? On peut bien avoir toutes les bonnes pratiques qu'on veut, on peut bien avoir toutes les connaissances, etc. N'empêche qu'il y a une perspective qui va refuser globalement l'utilisation des animaux presque tout le temps, ou en tout cas l'utilisation injuste des animaux. Là, c'est la définition des cahiers antispécistes en 90. C'était la première fois que le mot antispécisme arrivait spécifiquement en France. Après, l'antispécisme, ça date des années 70, sinon c'est un gars qui s'appelle Richard Ryder, et puis surtout, qui est plus connu, Peter Singer, en 75, dans son bouquin Libération animale, qui a posé ce mot, le spécisme, définit le spécisme en relation au racisme et au sexisme, pour dire en gros, et cette définition-là est assez magnifique, voilà, c'est l'idée de ne pas prendre en compte, ou de moins prendre en compte, les intérêts de certains individus au bénéfice d'autres, en prétextant des différences qui peuvent être réelles, qui peuvent être imaginées, mais surtout, et le plus important, qui n'ont aucun lien logique avec ce qu'elles sont censées justifier. Donc, c'est-à-dire que l'intelligence d'une vache, par exemple, ça n'a rien à voir moralement avec le fait qu'on puisse la tuer ou pas. C'est pas son intelligence qui fait ça. C'est pas le fait qu'elle ait 4 pattes non plus. Logiquement, pourquoi est-ce que ce serait ça ? Pourquoi est-ce qu'on aurait le droit de traiter différemment les gens moins intelligents ? Est-ce qu'on aurait le droit de traiter différemment quelqu'un qui serait à 4 pattes spécifiquement ? Non, et on en revient toujours au même dénominateur commun, c'est l'espèce. Et du coup, juste sur la base de l'espèce, qui est un critère arbitraire, on décide qu'on a le droit de faire telle ou telle chose avec tel animal et pas avec tel autre, qu'on a le droit de faire telle ou telle chose parce que ce sont des animaux et pas des humains. Donc en gros, nous, on est une espèce humain comme ça, et puis avec tous les millions d'espèces qui existent à côté, eux, on les met tous dans le même sac animaux. Et nous, on n'est pas vraiment un animal, tout ça, on est des humains, on est spéciaux. En même temps, dans l'autre sens, on peut se dire que les vaches, c'est quand même des animaux très spéciaux aussi. Il n'y a pas d'autres animaux qui sont pareils que les vaches non plus, mais ça, on le conçoit plus difficilement. Et à l'intérieur de ces animaux, il y a encore pire, on va mettre les poissons. Là, je lisais récemment un truc comme quoi, sur tous les films de Disney pendant 70 ans, il y a 34 espèces de poissons qui sont identifiables. Sur les milliers d'espèces de poissons qui existent, il y a 34 espèces qui sont représentées, et dans plein de cas, on ne peut même pas identifier l'espèce, c'est juste des poissons. Alors qu'il y en a des paquets, hein. Il y en a plein qui ont des comportements hyper différents. Il y a beaucoup plus de différences entre 2 espèces de poissons qu'entre nous et les girafes, par exemple. C'est quand même quelque chose qu'il faut s'en rendre compte, mais on les représente comme ça. Et tout ça, c'est le spécisme, tout ça, c'est la base qu'on pose à dire, nous, on est les humains, et puis il y a les autres. Et donc, par référence aux autres, au racisme, au sexisme, des choses où on pose des groupes, on crée des groupes artificiellement, et ils servent à justifier des comportements différents, ils servent à justifier des discriminations. Ce qui, d'un point de vue moral, du coup, est pas top. Ce qui fait, alors, je vais revenir quand même spécifiquement aux chevaux, parce que on est sur on a une limite de temps malgré tout, il faut qu'on essaie de la tenir à peu près. 20h20, je sais pas, à quelle heure est-ce qu'il faut qu'on finisse oui, il faut vraiment... Donc je vais aller assez vite, mais quand même l'élevage. Imaginez si on élevait des humains.
Ça fait bizarre, quoi. Genre, on se dit, tiens, on élève des humains, genre on va faire se reproduire lui avec elle, parce qu'ils ont des critères génétiques qu'on aime bien, du coup on a envie d'avoir un petit qui a ces critères génétiques-là. Ça s'est fait, voilà. Sauf que quand c'était des humains, du coup on appelle ça l'eugénisme. Et c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop, parce que du coup ça instrumentalise quand même la population, ça instrumentalise des individus pour faire des choses qu'on a envie d'avoir, et c'est pas top. Alors qu'on dit, on élève, là en l'occurrence des chevaux et des juments, ce cheval-là il est bien, il a gagné des courses, cette jument-là elle est bien parce que tel critère, etc. On va les mettre ensemble et puis ils vont se reproduire, ou alors éventuellement on prélève le sperme pour injecter dans la jument, voilà, il va y avoir plusieurs pratiques. Et ça nous paraît pas être de l'eugénisme. Mais du coup, pourquoi, sur quelle base est-ce que ça c'est pas de l'eugénisme par rapport au fait que chez nous ça en est? Enfin, jusque-là, en tout cas, j'ai pas eu d'explication qui serait vraiment convaincante pour dire que ça, ce serait moins gênant en soi que le faire chez les humains. À part, on est des humains, on est spéciaux. Et du coup, nous, on a une protection magique qui est tout autour de nous parce qu'on est des humains. Et les autres, ils n'ont pas cette chance-là. Du coup, on a le droit de les élever comme ça, on a le droit de choisir qui va se reproduire avec qui, qu'est-ce qu'on va en faire, et de les faire se reproduire spécifiquement pour que leur descendance ait un usage particulier. Si on veut un cheval de course, on ne va pas faire se reproduire des chevaux de trait ensemble. Si on veut l'utiliser pour les courses, ce ne sera pas top. Donc on va choisir exactement comme ça. Là, voilà, là il y a eu, c'est concrètement une injustice, une discrimination qui est arbitraire. Vous pourrez, pour ça il faut que je me dépêche pour que vous puissiez exposer toutes vos objections aussi derrière. Sur le débourrage, concrètement il s'agit de conditionner le cheval à faire ce qu'on veut. S'il n'a pas envie, éventuellement on passe à d'autres méthodes pour qu'il finisse petit à petit par faire ce qu'on veut. Jamais, à aucun moment dans le débourrage, le cheval ou la jument en question, elle va avoir le choix de se dire, de dire et d'exprimer et de pouvoir y arriver, j'ai pas envie de faire ça. À aucun moment on va se dire... Je pense qu'aujourd'hui, il y a dans certaines pratiques, il y a des gens qui vont arriver à être attentifs à justement comment réagissent les chevaux et amener les choses tellement progressivement que ça devient finalement le débourrage, et même en anglais c'est to break a horse, c'est casser un cheval, donc ça dit aussi pas mal de choses. Maintenant on a évolué aussi, je pense, par changement de regard sur le fait que on peut amener les chevaux à les habituer par répétition de certaines choses à ne pas être effrayés, et même pour le coup, je reviens sur l'élevage et la sélection, on a aussi des chevaux qui se prêtent plus facilement à accepter. Et donc il y a des chevaux même qu'on se considère, c'est un non-événement le débourrage. Et des chevaux qui semblent, quand je dis ils semblent, il y a les critères observables qui disent les chevaux ils sont plutôt bien et ils semblent plutôt contents de ça. Maintenant, c'est pas des généralités, on a toujours des choses plus dures qui se font. Et surtout, je veux dire, même si c'est fait plus gentiment, plus progressivement, en prenant en compte, dans tous les cas, le débourrage, il doit aller à la fin. Il y a une finalité. À aucun moment, il aura la possibilité de dire j'ai pas envie qu'on me débourre, j'ai pas envie d'aller là, et du coup, qu'on lui dise ok, t'as pas envie, tant pis, on te laisse, on va te trouver un endroit où tu feras ce que tu as envie de faire, avec d'autres chevaux qui feront ce qu'ils ont envie de faire. Et comme ça, on a décidé qu'on va le débourrer parce qu'on a envie de l'utiliser de telle manière, il faut qu'il puisse être monté, il faut qu'il puisse être manipulé, etc. Donc on va au bout du débourrage, même s'il faut utiliser telle ou telle méthode. Elles peuvent être douces, elles peuvent être plus dures des fois, mais même quand elles sont douces, c'est quand même un conditionnement comme ça parce qu'on a envie. Et là aussi, je dis pas que c'est pas quelque chose qui existe chez les humains, parce que dans les écoles et dans les facs et un peu partout, on nous conditionne à plein de trucs. Mais je pense qu'il y aura plein de gens qui seront d'accord pour dire que c'est absolument abusé ce qu'on fait dans ces cas-là aux humains, quand on cherche vraiment à conditionner, à faire rentrer dans un moule spécifique les gens, notamment certaines catégories de personnes. C'est un problème. Du coup, oui, c'est aussi un problème chez les chevaux et les juments. La différence étant que eux, ils peuvent pas s'exprimer pour s'en plaindre. Alors justement, je pense ils peuvent s'exprimer différemment, mais ils auront jamais le choix d'en sortir, ils auront jamais l'éducation à domicile pour en sortir, ils auront jamais le choix de quitter le pays pour essayer d'aller ailleurs en espérant que ce soit mieux ailleurs ou quoi. Ils auront jamais le choix de voter pour que quelqu'un prenne plus en compte leurs intérêts. On a beaucoup plus de choix qu'eux, même quand on est conditionné, même quand on est nous de notre côté. Oui. On va laisser après les autres parler, sinon je pense qu'on va... Oui. Bon, la détention, là, on en a déjà pas mal. On en a Après, parlé, je voulais juste peut-être, pour aller vite fait là-dessus, je pense que la perspective antispéciste, elle est très aussi
liées à notre culture judéo-chrétienne, et on a pas mal d'autres cultures dans lesquelles ces questions-là, elles sont pas posées. On n'est pas dans les mêmes registres, les cultures animistes ou d'autres. C'est pas des questions qui se posent. On n'a pas le même rapport à la nature et au vivant, et on est plutôt sur plus des plans transversaux d'égalité. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas les animaux, hein. Mais en tout cas, je pense qu'on est très sur des pensées occidentales, et qu'on a le luxe de... Quand je dis occidental, j'englobe les États-Unis, le Japon, voilà, différents pays, mais je pense qu'on a le luxe, et pourquoi pas la chance aussi, hein, parce que c'est lié à nos conditions de vie, de s'interroger sur ce qu'on fait avec les animaux. Moi, je pense que c'est une bonne chose, hein, de s'interroger là-dessus. Je pense que c'est lié aussi à notre société. Il y a des pays, par exemple, où on ne peut pas avoir c'est presque un loisir. Ils peuvent pas avoir cette liberté, cette chance-là de pouvoir se poser ces questions parce qu'ils sont dans un mode de survie. Et se servir des animaux, c'est leur survie qui en dépend, quoi. Après, même quand la survie en dépend, on peut quand même... ça se discute différemment en philosophie morale, du coup, oui, utiliser pour notre propre survie comme ça. Mais l'antispécisme, même s'il ne s'appelle pas forcément comme ça ou quoi, mais typiquement, il y a des mouvements véganes dans différents pays d'Afrique qui existent comme ça. Il y en a un peu partout, en fait, qui vont pas forcément être formalisés soit avec le mot antispécisme, mais qui vont remettre en cause l'utilisation des animaux pour la nourriture ou d'autres manières comme ça. Il y a un bouquin qui s'appelle Afro-Vegan, qui est fait par des sœurs justement qui font les parallèles avec le racisme aussi, avec les dynamiques du racisme, qui est super intéressant si vous voulez aller lire ça. Et donc oui, non, c'est pas tellement qu'on en ait le loisir, bon il y a ça, parce que clairement on est affreusement privilégié dans le monde, hein. On est bien d'accord qu'on a des privilèges absolument énormes en vivant ici. Mais du coup, les autres font quand même de la philosophie, même dans les situations... Je veux dire, le terme antispécisme, il date des années 70, mais la théorisation de ça, d'autres manières, ça date de bien avant, et dans des trucs animistes. Pythagore, la secte de Pythagore, tout le monde était végétarien. Ils ne voulaient pas utiliser les animaux. Oui, c'est pas quelque chose de nouveau, ça on est bien d'accord, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est ça, et c'était il y a longtemps, ils croyaient à la métempsychose et à tout un tas de choses comme ça différentes. Donc ça existe de plein de manières, pour plein de raisons différentes. À différentes époques aussi. À différentes époques, voilà. Le mot antispéciste, c'est juste une formalisation en philosophie morale qui a été faite au XXe siècle, quoi. Oui, d'une pensée... Et d'ailleurs, vegan, c'est apparu encore avant, puisque le mot vegan, il date du début des années 40. Mais les gens étaient véganes déjà au 19e siècle. Quand ils disaient végétarien, il y en avait plein dans le lot qui étaient véganes. C'est juste ensuite que les deux choses se sont séparées. On y va. Ouais, bon. On va y arriver c'est très fini, vite. C'était la dernière. J'arrive juste à... C'était l'avant-dernière, juste pour qu'on parle de 2-3... comme ça. Juste sur les préférences adaptatives, c'était pour revenir sur le débourrage. La notion de préférence adaptative, c'est dire que si on n'a pas le choix de faire quelque chose, si on est obligé pour différentes raisons, pour des pressions sociales, pour d'autres types de pressions, comme ça, on finit souvent par s'y habituer et par même avoir une préférence pour faire ça. C'est quelque chose qui est assez évident. En expérimentation animale où j'ai déjà cet exemple, vous prenez un primate, vous l'habituez à rentrer dans une chaise progressivement. Quand il rentre dans la chaise, c'est très bien, il a son petit bonbon. S'il ne rentre pas dans la chaise, vous allez continuer d'essayer de le faire rentrer dans la chaise en l'attirant plus avec le bonbon ou en le forçant avec la perche. Et au fur et à mesure, ce qu'il apprend, c'est que s'il rentre dans la chaise, ça ira bien, et puis éventuellement il aura un bonbon, ce sera cool. S'il rentre pas dans la chaise, ce sera pas cool, il va falloir faire des efforts, ça va être chiant. Et donc finalement, à la fin, il rentre tout seul dans la chaise, et il a une préférence pour rentrer dans la chaise quand elle arrive. Ça veut pas dire que cette préférence est une bonne chose, ça veut dire qu'on l'a conditionné assez pour qu'il fasse quelque chose qui lui est délétère. Parce que quand on le met dans la chaise, il va y rester pendant un moment à appuyer sur un écran pour réussir à boire, parce qu'on l'a privé de boisson avant. Mais on parle pas d'expérimentation animale, donc il faut que je revienne, voilà. Juste les préférences adaptatives, ça peut s'appliquer aux chevaux aussi. Oui, ça peut... Bon, je pense que vous avez tous en tête des chevaux qui vont... sauter les barrières du paddock pour rentrer à l'écurie et préférer le confort de leur box, et ça justifie... des personnes vont utiliser ça comme argument pour dire que les chevaux, de toute façon, ils n'aiment pas aller au paddock, regardez, ils rentrent au box tout seuls. Oui, forcément, si tout le confort est dans le box, les congénères, la nourriture, le confort de couchage,
les insectes sont pas là et que dans le paddock c'est juste l'endroit où on va se défouler 3 minutes et qu'après il n'y a rien d'autre comme stimulation, c'est sûr que oui, on conditionne les chevaux à ça et que même il y a presque à l'inverse, de la maltraitance quand on met des chevaux à la retraite en les balançant au pré en groupe, par exemple. Et des chevaux qui ont vécu pendant 15 ans, quand ils font une carrière de 3 à 18 ans, par exemple, et qu'ils sont restés toujours entre 4 murs et sans contacts sociaux, etc. Maintenant, donc ça, oui, ça, on le crée, clairement, on le crée. Malheureusement, parfois. Mais il y a aussi des cas où je pense que les chevaux peuvent trouver un intérêt à interagir avec nous si on est sur un mode d'échange et pas unilatéral comme on peut l'imaginer. Et je pense qu'on est sur des évolutions aujourd'hui où dans notre pratique avec les chevaux, si on sait respecter leurs capacités cognitives, leurs besoins fondamentaux, dont on a déjà un petit peu parlé, et donc leur capacité physique, parce qu'en effet on ne demande pas la même chose à un cheval de trait ou à un cheval de sang, je pense, moi, que dans leur vie, c'est un peu comme on disait, on est dans une société où on a la chance d'être là et de pouvoir être plutôt bien, qu'on peut avoir avec ces animaux-là du coup une opportunité de les intéresser à interagir avec un autre être vivant, nous en l'occurrence, et du coup à participer à des activités qu'on peut leur proposer. Donc je sais qu'il y a des personnes qui sont dans cette démarche-là, dans cette recherche-là. C'est pas une démarche forcément facile et simple parce qu'elle soulève beaucoup de questions et surtout quand on n'est pas nombreux à aller dans certaines démarches, du coup il y a énormément de questions, on a beaucoup de doutes, mais je pense, moi personnellement, qu'on peut arriver à ça, mais c'est sûr que ça implique des changements. Et moi, oui, on peut certainement arriver à ça si on prend en compte les chevaux qui sont déjà élevés, qui sont déjà débourrés, qui sont déjà comme ça. Moi, je serais pas d'accord avec le fait de faire ça parce que finalement, ça implique déjà l'élevage et le débourrage. Oui. Et en fait, à la base, du coup, ces choses-là étant injustes, on peut bien. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut du coup jeter tous les chevaux qui sont déjà actuellement débourrés, etc. Faut évidemment s'en occuper. Mais du coup, il y a une première chose à faire, ce serait d'arrêter l'élevage, d'arrêter les débourrages et là, au moins, on pourrait avoir des chevaux qui ne sont pas faits, qui ne sont pas créés pour nous, pour ce qu'on a envie d'en faire, etc. Parce que tant que c'est le cas, ils peuvent bien arriver au bout et trouver leur compte, certains, dans les relations qu'ils vont avoir avec les gens qui les utilisent, de plein de manières, mais ça restera quelque chose qui repose sur tout un système derrière qui est injuste. Et là, ce système-là, à partir du moment où il est injuste, du coup, faut le virer. Voilà. Et sur le système, après, on revient à l'histoire de la domestication des animaux. Mais en fait, aujourd'hui, c'est toujours pas aussi très clair de savoir qui est allé vers qui. Et il y a certainement l'humain, évidemment, qui avait un intérêt pour les animaux, mais pour côtoyer quelques chevaux qu'on manipule pas, des chevaux de Przewalski qui sont en Lozère, on constate que certains individus développent un intérêt pour les humains alors qu'on n'a pas privilégié spécialement ce contact. Et certains ont envie, visiblement, de contact avec les humains. Et du coup, pour moi, ça laisse une porte ouverte à ça. Mais c'est sûr que là, on est dans un choix, on n'est pas sur de l'élevage. Mais voilà, on est sur autre chose. Après, on pourra débattre plus longtemps, mais on va vous laisser la parole. Parce qu'il faut qu'on coupe, alors je vais juste... Hop. Ah oui, on avait ça. Non, mais là, on n'a pas le temps de parler des espérances de vie, tout ça. Je crois que... Voilà. On en avait conclu que l'âge, que ce soit en captivité ou en liberté, semblait pas être un bon critère. Enfin, la longévité, je veux dire, était pas un bon critère pour nous deux. Par exemple, pour débattre, dire les chevaux vont vivre plus longtemps, par exemple en conditions domestiques, ou au contraire moins longtemps. Si on s'en réfère à des chiffres de la filière, en fait, à l'état naturel, ils vont pas très loin non plus dans leur longévité. Donc, la longévité semble pas être un critère pour parler du bien-être des chevaux. À l'état sauvage, c'est quelque chose comme 6-7 ans en moyenne, et en domestication, la moyenne d'âge de décès des chevaux, c'est 10 ans. Donc c'est pas 27 ans comme vous pouvez l'entendre de la part de certaines personnes. Vous prenez les chiffres qui sont disponibles en ligne, c'est 10 ans la moyenne d'âge de décès pour les chevaux domestiques. Alors. Voilà, du coup, on va passer au débat mouvant parce qu'il faut quand même qu'on avance et on a 3 questions. Donc la première, vous allez devoir répondre par oui ou non. Peut-être si vous voulez passer le micro, comme ça ils pourront le faire passer. À main levée, on va vous demander, donc est-ce éthique de demander des efforts aux chevaux pour notre plaisir en concours et ou pour gagner de l'argent ?
Ça, alors qui trouve ça, qui trouve que c'est compatible avec le côté éthique? Si vous pouvez lever la main pour dire oui, simplement qu'on ait un aperçu. Est-ce que vous trouvez que c'est éthique de leur demander des efforts pour notre plaisir ou pour gagner de l'argent, pour notre plaisir en concours ou pour gagner de l'argent? On a au moins un oui. 2, 3, 4. C'est tout? 5. Alors, qui est-ce qui dirait non, du coup? Est-ce qu'il y en a beaucoup plus qui lèvent la main pour dire non? Non, là, il y a beaucoup de non, du coup. Effectivement, je vais lever aussi. D'accord. Eh ben, du coup, tu fais circuler le micro pour les gens qui veulent éventuellement... Est-ce que quelqu'un veut donner son avis sur cette question? Ouais, on peut commencer par ceux qui ont dit oui. Vous êtes en minorité. Bonsoir. Alors, j'ai pas répondu à la question, mais moi, je voudrais répondre à cette question par une autre question, c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on pourrait concevoir que le cheval puisse prendre plaisir avec nous? Voilà. Et oui, mais du coup, c'est pas la question. Et oui, j'ai envie de dire, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pourra nier qu'il puisse y avoir, que le cheval puisse prendre plaisir avec nous. Bonjour. Bon, déjà, merci beaucoup pour ces échanges parce que j'ai trouvé que c'était très riche et très intéressant. Alors, le oui-non à cette question, je le trouve un peu... Enfin, c'est très difficile de répondre oui ou non à une question. Mais je pense que c'est surtout la façon de le faire et la façon de prendre ou non le temps. Par exemple, alors on parle de concours... Mais voilà, est-ce qu'un concours en amenant un très jeune cheval sur lequel on n'a pas musclé le dos et faire sauter 1m40, je trouve qu'il y a une différence entre ça et faire sauter un cheval qu'on a pris le temps de muscler sur des hauteurs un peu moins grosses où on a pris plus le temps, où on va s'arrêter si ça ne marche pas. En fait, c'est deux concours, mais il y a deux façons en fait, de concourir finalement. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de oui-non à cette... Enfin, je ne sais pas s'il y a un oui-non, mais il y a une façon de faire qui est pour moi plutôt différente. Une façon plus ou moins éthique, en fait. Ah, pardon. Alors moi, je voudrais également vous remercier tous les deux pour ce débat qui est extrêmement intéressant. Je trouve que la question est quand même posée exprès pour qu'on ne puisse pas répondre. Mais je voudrais quand même dire que je crois qu'il faut quand même que nous, les équitants, on soit suffisamment honnêtes pour reconnaître qu'on utilise les chevaux. Ça, c'est quand même la base. C'est ce qui nous permettra de le faire le mieux possible. Voilà. Oui, on utilise les chevaux pour notre plaisir et à ce titre, nous leur devons énormément. Et donc, nous devons le faire le mieux possible dans leur confort et dans la compréhension et dans l'échange. Je fais pas du tout de cheval, mais j'ai vraiment jamais monté un cheval de ma vie. Mais je suis pas trop d'accord parce que en fait, considérer que monter un cheval pour ton plaisir personnel, pour un plaisir personnel, quoi, c'est tout de suite pas éthique parce que ça prend pas en compte les ressentis de l'animal en fait. Voilà, c'est ce que je dirais. Est-ce que quelqu'un d'autre pour le non ou sinon on passe à la question suivante? Vas-y.
Moi, juste rapidement, c'était juste que moi, justement, j'ai trouvé que la question était très orientée pour qu'on réponde directement non. Ah oui, mais on n'a peut-être Et- pas très bien travaillé là sur cette Non, question. mais justement, parce que c'est pas le ressenti de tout le monde, visiblement. Donc, je me demande si c'est moi aussi ma propre Non, perception. je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont hésité. On a vu, notre question est peut-être pas forcément Alors, hyper bien posée. je trouve que c'est pas un problème en soi, mais moi, je trouve qu'à partir du moment où on me demande, alors, est-ce que c'est éthique d'utiliser un individu pour ton propre plaisir ou pour gagner de l'argent, ben, On n'a pas Pour- envie de dire oui. pour moi, la réponse est non directement, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, on n'a pas envie de dire oui. Voilà, et c'est problématique, en fait, justement, de se dire que ben, si on n'a pas envie de dire oui, et je comprends après tous les points de vue, hein, moi, clairement, moi, mon point de vue est non, et je pense que vous l'avez bien compris, mais si justement on n'a pas envie de dire oui, je pense qu'il est intéressant, comme l'a souligné justement la dame avant, hein, il est intéressant de se dire mais pourquoi on ne veut pas dire oui, Oui. Qu'est-ce qui fait en fait dans notre propre pratique pour ceux qui pratiquent, dans notre propre système moral, dans la manière dont on voit aussi notre environnement et les interactions qu'on a avec les animaux et notamment ici les chevaux et les juments, qu'est-ce qui nous pousse en fait à nous dire ah mais oui en fait peut-être que moi je pense oui, mais pourquoi est-ce que je peux pas vraiment l'assumer Et je trouve que c'est une question très intéressante en fait, parce que moi vraiment pour moi directement c'était un grand non, et je pensais que ce serait non pour tout le monde dans la manière dont ça a Ouais, été t'avais posé formulé. Voilà. Merci. Voilà, je pense que on touche du doigt là, c'est intéressant comme remarque, un côté et la réponse qui a été formulée en disant faut peut-être un moment qu'on assume le fait qu'on fait aussi les choses pour notre plaisir et pas forcément voilà, pour les chevaux. Voilà, il y a un terme, hein, c'est la dissonance cognitive. Peut-être qu'on est en tant que cavalier parfois confronté à ça. Voilà. Comment ? Oui, un déni, oui, mais enfin ça en fait partie. Ça fait, voilà. Alors, question suivante. On espère plus, voilà, voilà, il y aura plus de division là. Faut-il une réglementation plus sévère sur la détention des équidés ? Donc, on parle bien là de l'aspect, voilà, détenir les équidés. Donc, qui pense qu'il faudrait une détention plus sévère ? Donc, en fait, carrément des normes, hein, comme l'exemple de la Suisse, par exemple. Alors, quand même. Hein, ouais, vous n'avez pas le droit de lever deux mains là, ça compte pas. Alors, qui pense non ? Ça va être plus facile à compter. Une, deux. Moi, je pourrais lever la main, je pense. Je suis un peu C'est dans pas le- hyper clivant vos questions. Bah non, pourtant, je pensais. Oui, après l'exposé, peut-être que du coup... Bon, est-ce qu'on fait la suivante ou pas ? Ouais, un oui, non. Ouais, oui, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup, autant demander. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, c'est vrai que j'ai un avis assez tranché sur la question parce qu'en fait, c'est mon métier, cette problématique aujourd'hui. Et je suis pas forcément pour... Enfin, après, ça, c'est une façon de voir, mais moi, aujourd'hui, je côtoie beaucoup de professionnels du milieu. Et je trouve qu'avoir une approche plutôt pédagogique pour les amener à faire mieux, on va dire, c'est beaucoup plus concret et beaucoup plus pertinent que de mettre des sanctions. Et en fait, je travaille pour l'IAP, dont on en a parlé juste avant. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'il faut des contrôles. Et les contrôles, s'ils ne sont pas faits, ça ne sert à rien d'avoir une réglementation. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation, même s'il y a une sanction ou pas, aujourd'hui, nous, nos contrôleurs, parce que les contrôleurs qui travaillent justement avec toutes les personnes que vous avez présentées avant pour dire ça c'est bien, ça c'est mal, ou on n'arrive pas à aller assez loin pour qu'on arrive à tendre vers du mieux, en fait, c'est pas en sanctionnant qu'on arrive à faire changer les choses, c'est plutôt en étant pédagogue. Et en fait, vraiment, moi, je trouve que ça serait vachement plus intéressant de mettre notre énergie sur l'apprentissage et aller vers du mieux que plutôt restreindre encore, surtout qu'on a de la chance aujourd'hui. On a des professionnels, certes, qui ne voudront pas nous écouter, mais on a plein de gens qui sont pleins de bonne volonté et qui veulent justement faire mieux. Il n'y a personne qui dira moi, je ne veux pas t'entendre, je laisserai mes chevaux dans un box 3 par 3 toute ma vie jusqu'à ma retraite. Il y en aura, mais ce n'est pas la majorité. Et c'est pour ça que j'ai dit non à cette question. Vous avez des données du coup sur l'efficacité des sanctions par rapport au plus pédagogique ? Alors, ça dépend des contrôles. Moi, je ne suis pas forcément rattachée directement à ces contrôles, mais je travaille avec des gens qui font ça tous les jours.
faut savoir aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de cas qui devraient être contrôlés que de contrôleurs disponibles déjà. Donc ça, c'est une problématique. Il faut savoir que les contrôleurs, c'est des fonctionnaires de l'État. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que l'État aujourd'hui sont plutôt pour baisser le nombre d'employés qui font ce type de métier que les augmenter. Aujourd'hui, comment ça marche? En fait, il y a tellement de contrôles qu'on va aller sur les contrôles prioritaires. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, que ça soit l'ADDPP est très demandeuse de travailler avec des personnes de l'IFCE parce que c'est une filière qui est, voilà, quand ils ont quelqu'un du milieu du cheval, c'est toujours plus simple de faire des contrôles parce qu'ils ont un œil plus expert, si on peut dire ça, sur ce qui est contrôlable. Mais aujourd'hui, c'est plutôt quelqu'un qui va appeler voilà, sa commune, sa gendarmerie, sa DDPP en disant, voilà, j'ai vu, je sais pas moi, j'ai vu des chevaux maltraités dans un cirque, dans le jardin de quelqu'un. Il y a beaucoup, ce qu'on disait, les particuliers qui n'ont qu'un seul cheval, qui est en train de mourir au fond d'un pré. Et en fait, aujourd'hui, si on n'a pas cet appel, on ne peut pas les contrôler parce qu'il y a trop de cas à contrôler. Et alors après, quand il y a un contrôle, il y a souvent là des DPP, quelqu'un de l'IFCE, voire les services vétérinaires qui viennent ou pas. Et il faut savoir que ces contrôles, en fait, tout à l'heure, vous avez présenté cette notion de contrôle, mais aujourd'hui, on ne fait que des contrôles qu'on dit sanitaires. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut évoluer, et ça serait bien que ça évolue. Mais aujourd'hui, on ne contrôle que la notion de sanitaire, donc ça veut dire qu'on regarde si le cheval... Déjà, il est en règle, d'un point de vue sanitairement parlant. Et après, on regarde si le cheval, il est, entre guillemets, en état acceptable. Et c'est là où il y a cette zone de flou qu'il faudrait peut-être éclaircir. Mais voilà, en fait, même si demain, on dit c'est mal de faire ça, si le particulier qui a son cheval tout seul dans son prix, il n'a jamais eu l'information, en fait, on ne pourra pas faire changer cette pratique. Et c'est un peu vers ça que je dis que la communication et l'apprentissage, pour moi, il est plus intéressant, vers toutes les cibles, que ce soit les professionnels, les particuliers, les gens qui travaillent dedans, les gens où c'est leur loisir. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit non. Ok, merci. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main pour dire non? C'était qui? Moi, j'avais levé la main, mais vous avez déjà entendu mon point de vue. Donc, Et allez, on peut entendre un oui, on a entendu un non, on fait un oui. Oui, alors concernant la réglementation, je pense effectivement qu'il faudrait une réglementation plus sévère parce que dans la mesure où, alors là je ne parle pas forcément des particuliers parce que quand on achète un cheval, on sait qu'il va nous coûter plus d'argent qu'il va nous en rapporter, mais dans la mesure où quelqu'un en fait son métier et qu'il a un besoin de rentabilité et de revenus derrière, à un moment, si vraiment ses revenus diminuent trop, parce qu'il n'a pas de clientèle, enfin peu importe pourquoi, il va jouer sur les conditions de vie du cheval, parce qu'il va chercher à faire des économies là où il pourra en faire. Donc clairement, ça va être sur la nourriture, ça va être sur... moi j'ai vu des gens qui proposaient des chevaux à la vente où leur cheval était à peine nourri, parce qu'ils avaient du mal à acheter la nourriture. Et donc voilà, avoir une réglementation, alors on est d'accord que si ce n'est pas bien contrôlé, ce ne sera pas suivi d'effet tout de suite, mais au fur et à mesure du temps, ça se met en place. Et voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut pas pouvoir renier sur ces conditions de vie. Et d'avoir une réglementation, d'avoir des lois, c'est le seul moyen de s'en assurer. On va peut-être sauter la troisième question du débat mouvant pour pouvoir passer à vos questions-réponses, qu'on puisse avoir un... Hop, voilà, vos questions et vos remarques. N'hésitez pas. Bonjour, Raphaël, détenteur de 5 équidés. Merci pour cette conférence, c'était vraiment super bien. J'aurais aimé que vous développiez peut-être un peu trois mots, j'aurais voulu entendre. La question de l'éducation, la question de l'espace vital, et donc la connaissance du cheval dans son milieu naturel. Et la dernière question, c'est la question de l'anthropomorphisme. Parce que dans votre définition, en fait, vous ramenez tout à l'être humain, comment l'humain voit le monde, alors que effectivement, l'anthropomorphisme peut être bien, mais peut être très très dangereux aussi. Donc moi j'ai un point de vue sur la question de l'anthropomorphisme. Donc l'éducation, voilà, j'en ai un petit peu parlé, je vais plutôt rebondir sur l'anthropomorphisme. Moi dans ma discipline qui est l'éthologie, l'anthropomorphisme c'est l'ennemi, le diable, à tout prix éviter, c'est péché que d'aller vers de l'anthropomorphisme. C'est quoi l'anthropomorphisme? C'est projeter des sentiments,
sur autrui, en tout cas un autre être vivant, par exemple un cheval. Et donc le risque avec l'anthropomorphisme, c'est s'éloigner de la réalité de l'animal, de son point de vue à lui en fait, puisque je projette des choses qui sont décalées par rapport à sa réalité. Maintenant, il y a une autre manière de voir les choses. Donc moi, j'ai été éduquée là-dedans à l'université en éthologie. Vraiment, l'anthropomorphisme, c'était vraiment le truc à éviter. Et puis finalement, en évoluant, en réfléchissant, là j'en viens à l'aspect sensibilité et sans-science. Finalement, quand on se dit je suis un être humain, mais j'ai pas d'autre moyen que de me mettre à la place de l'animal et d'essayer de réfléchir à comment lui il perçoit les choses, mais avec mon filtre. Mais du coup, je sais que je suis un être humain en faisant ça, donc je peux pas vraiment être à la place de l'animal, mais je vais quand même essayer d'y être, parce que je sais qu'il a des émotions et des ressentis qui finalement sont peut-être pas, surtout les chevaux qui sont des mammifères, pas si éloignés que ça de moi. Par exemple, par rapport à un poisson ou une chauve-souris, ça va être plus compliqué. Mais du coup, je pratique du coup de l'anthropomorphisme dans ces cas-là et me dire tiens là le cheval dans cette situation-là comment est-ce qu'il pourrait vivre les choses parce qu'il pourrait ressentir telle ou telle chose parce que moi à sa place peut-être je ressentirais ça mais je sais que je fais cet anthropomorphisme. Là c'est un anthropomorphisme qu'on va appeler plutôt de questionnement qui moi m'intéresse pas mal parce que du coup il nous permet quand même d'avoir des garde-fous en se disant ok je vais pas je sais que je suis en train de projeter quelque chose qui n'est pas forcément vrai, mais j'essaye de me raccrocher et de m'appuyer plutôt que de me raccrocher, même m'appuyer sur les sciences, médecine vétérinaire, connaissances sur le comportement, pour essayer de comprendre comment lui il peut ressentir et vivre une situation que j'ai envisagée. Voilà, moi, mon point de vue, c'est pour ça que je défends l'idée que peut-être les chevaux peuvent trouver un intérêt à interagir avec nous, mais tout ça aussi, ça demande à être objectivé, parce que pour le coup, on peut retomber dans l'anthropomorphisme d'interprétation et voir ce qui nous arrange. Voilà. Et du coup, je voulais aussi répondre sur le côté l'anthropomorphisme, on peut bien le refuser de toutes les manières, et je pense pas avoir vraiment dit que tel cheval avait tel sentiment humain spécifiquement. Là où il ne faut pas tomber, c'est dans l'anthropodénie, qui est vraiment l'autre sens, de dire du coup, c'est pas des humains, du coup ils ont rien de ce qui est humain, et ils ont pas les sentiments, ils ont pas les projets, ils ont pas les comme ça, alors que c'est quand même tout ça une grosse base chez à peu près tous les mammifères, qui est commune. Ils n'ont pas le même monde que nous, sensoriel et psychologique, etc. Et on peut pas connaître la plupart de leur monde, mais il y a tout un tas de choses qu'on peut savoir sur eux. Le point principal que j'avais, c'était pour ça que j'avais mis en gras, c'est vraiment, on prend des différences entre les espèces, des différences qui sont réelles ou qui sont imaginées. Elles peuvent être réelles. C'est juste que ces différences-là, elles n'ont aucune pertinence pour décider si on a le droit de faire de l'élevage, justement, si on a le droit de conditionner quelqu'un à faire telle ou telle chose. Les différences entre les humains et les chevaux, elles ne sont pas pertinentes pour ça. Même les différences réelles, même celles qui ne sont pas imaginées, même celles dont on ne peut pas être sûr si elles sont réelles ou imaginées, c'est juste que ces différences-là n'ont pas vraiment de pertinence morale. C'est principalement ça, je pense, voilà, du côté de l'antispécisme qu'il faut retenir. On n'est pas en train de dire que tout le monde est pareil et que les animaux sont comme dans Disney, comme on entend parfois. Non, d'ailleurs, dans Disney, la plupart des chevaux sont représentés avec des selles, ce qui donne quand même une représentation particulière aussi. Merci beaucoup pour cette conférence. Alors moi, je voulais revenir à la fin du diapo. J'ai vu une petite phrase à la fin, et puis ça m'a fait tilter. Et puis j'imagine que, voilà, c'est le but de l'antispécisme aussi. À un moment, c'était en gros, est-ce que ce serait pas mieux de vivre loin des chevaux pour leur bien ? Et en fait, justement, en parlant de prendre en compte, en gros, la volonté des animaux et justement de pas être anthropomorphique dans le sens où on va leur imposer des choses, encore une fois, qui viennent de nos ressentis à nous. En fait, je pense qu'on pourrait revenir un peu sur l'histoire de la domestication des chevaux. Enfin, je sais pas si vous pourriez intervenir là-dessus, mais en fait, moi, j'ai lu des choses qui justement remettaient un peu en question l'idée que c'est les humains qui ont forcé les chevaux à devenir des animaux domestiques, ce qui est en fait pas tout à fait vrai, je pense, et que en fait, si c'était les chevaux et pas, je sais pas, les girafes ou j'en sais rien, c'est aussi parce que c'est des animaux qui sont très curieux, qui en fait sont sûrement à un moment allés vers l'homme aussi, qui ont trouvé leur compte à un certain moment aussi parce qu'ils étaient nourris ou parce que je sais pas quoi. Et donc en fait, je pense que
on peut pas nier que les animaux, enfin les chevaux en l'occurrence, trouvent aussi un intérêt à faire des trucs avec nous aussi, justement parce que c'est des animaux sociaux et que voilà. Et du coup, moi, je voulais parler d'un petit courant très d'entraînement des chevaux, c'est de l'entraînement, basé sur comment fonctionnent les sportifs de haut niveau. Et en gros, elle définit un peu 2 gros volets. Il y a les sportifs de haut niveau, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ils passent pas toute la journée dans leur douche, ils ont une grande variété de mouvements et ils cherchent justement une plus grande variété de mouvements pour avoir confiance en leur corps, etc. Donc c'est ce qu'elle cherche à faire avec les chevaux aussi. Et l'idée qu'il y a une forme de choix, il y a une forme de volonté. Et en fait, elle met en place ça avec des chevaux où en gros, elle cherche à créer le mouvement chez eux, mais ils ont le droit de dire non. Elle récompense avec de la nourriture tout mouvement, c'est-à-dire qu'elle force pas à lui apprendre à, je sais pas moi, lever la patte, mais c'est n'importe quel mouvement est récompensé et le but du coup c'est de donner au cheval une grande amplitude de mouvement qui je pense du coup lui permet à lui aussi d'avoir une plus grande amplitude de mouvement quand il est avec son troupeau de chevaux dans le pré. Et du coup en fait moi cette approche là elle a révolutionné ce que je pensais de l'équitation parce que j'ai fait de l'équitation pendant longtemps, j'ai arrêté justement pour toutes les raisons qu'on a évoquées et en découvrant ça je me suis dit mais oui en fait c'est un petit peu trop facile de dire qu'il faut arrêter de relationner avec les chevaux en fait sous prétexte qu'on est trop viande et du coup voilà et du coup je dis enfin à mon avis il faudrait plutôt aller chercher vers ce genre de démarches-là qui disent en fait c'est possible de relationner avec les animaux, il va falloir transformer tout ce qu'on fait, mais il y a des pistes et en fait on peut demander au cheval son consentement, en fait c'est possible qu'il choisisse, qu'il dise non et c'est ok et donc voilà. Ça s'appelle un train zen si ça vous intéresse. Il y a une page Facebook pour ça, faut pas qu'il ait été élevé pour ça, faut pas qu'il ait été débourré. Tout à fait. Coup, ça implique vraiment de foutre en l'air le système tel qu'il existe actuellement. Et tout à l'heure, vous disiez, on peut arrêter l'élevage et on peut pas arrêter l'élevage, on peut pas arrêter le débourrage si on continue de relationner avec les animaux. Bah si. Je pense pas avoir dit ça. Si j'ai dit ça, je me suis planté. Oui, c'est ça. Enfin, en fait, on peut tout à fait arrêter l'élevage et arrêter le débourrage, mais continuer à faire des trucs avec des chevaux, c'est pas forcément. Récemment, j'ai un type qui m'appelait par rapport à d'autres choses et qui me disait qu'il était très content parce que il y a des oiseaux qui viennent dans sa cuisine tous les jours. J'ai vécu en Guadeloupe pendant un moment et il faisait ça aussi, surtout parce qu'on avait des bananes qui étaient accessibles. Mais on a une relation comme ça aussi. Donc il y a plein de relations possibles, même si les chevaux redeviennent sauvages, plus ou moins sauvages, qu'on les aide à survivre l'hiver, etc. Il y a plein de solutions comme ça. Je voulais juste dire sur la domestication, c'est vrai que là il va falloir qu'on s'arrête bientôt, je vous laisse finir après. Juste sur l'histoire de la domestication, à la limite on s'en fout. L'histoire, ce qui se passait, comment les choses s'en sont arrivées là où elles sont aujourd'hui. Il reste que si on veut regarder si ce qu'on fait aujourd'hui est juste, il faut regarder le système tel qu'il est aujourd'hui. Que ce soit les chevaux qui soient venus chercher les humains ou les humains qui soient allés chercher les chevaux, c'est probablement les deux, on n'en sait rien, c'est compliqué l'histoire. Mais c'est pas ce qui est pertinent pour évaluer aujourd'hui ça. Voilà, je vous laisse... Clôturer. J'ai vu qu'il y avait une question, mais je ne sais pas si on a le temps de là-haut. Quelques minutes. Oui, ok. Moi, j'ai une question, c'est pour Nicolas, du coup. Dans un monde imaginaire où tout est possible, dont vous avez envie, etc., vous, qu'est-ce que vous pensez qui est réalisable? Parce que moi, j'imagine une vie sans avoir domestiqué les chevaux, et à un moment, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, quoi, parce que, ok, il ne faut pas les élever, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, on est bien d'accord, mais il y a un moment où si on laisse tout en totale liberté, on va avoir quelques petits soucis de gestion, quoi. Donc, imaginez si on n'avait pas domestiqué les girafes. Ouais, non, mais c'est-à-dire que là, si on commence à arrêter l'élevage, etc., il y a un moment où ils vont se reproduire naturellement. Donc, si on va complètement dans votre sens, on met pas de barrière parce que ça entrave la liberté, etc. Donc, on se retrouve comment, quoi, en fait? Non, mais il y a des barrières partout pour empêcher les animaux sauvages de passer, de venir dans les champs. Tous les animaux sauvages qui existent. C'est des systèmes, il faut apprendre à cohabiter. La grosse difficulté, c'est qu'il faut avoir plein d'imagination pour réussir à trouver les solutions de cohabitation qui sont les meilleures pour tout le monde. Mais ça veut dire qu'il faut que les intérêts de tout le monde soient pris de manière équitable. Qu'on ne soit pas en train de dire « ils nous font chier ces sangliers qui viennent dans nos champs là, à bouffer nos trucs, on va les tuer ». Non, évidemment. Mais donc par c'est contre, pareil, il y a un les moment, chevaux ils se reproduisent, ils font leur truc, ils ont besoin de passer à des endroits, on leur aménage des choses parce qu'ils ont besoin de ça et qu'ils peuvent pas les aménager eux-mêmes. Faut parler d'un monde utopique, mais c'est ça, faut vraiment imaginer loin aussi, et c'est pas dire demain on arrête tout, on met tous les gens au chômage et puis on fait tout ça, on jette les chevaux dans la montagne ou dans la forêt tout seul, comme on me reprochait de dire un autre gars. C'est pas du tout ça, on trouve une solution qui soit la meilleure possible pour tout le monde, mais clairement,
pour les chevaux, le meilleur, c'est clairement pas la situation actuelle. Ah, mais ça, c'est sûr. Et Par l'élevage contre, en soi, c'est un problème moral en soi. Et donc déjà, de ce côté-là, si on arrête ça, ensuite, on se dit, est-ce qu'il n'y a aucune autre solution que de les élever? Mais aucune autre solution, pourquoi? Pour qu'on ait, nous, des relations avec eux, pour qu'eux, ils s'épanouissent, parce qu'ils s'épanouissent très bien quand ils sont en troupeau. Il y a quelques troupeaux de chevaux sauvages, semi-sauvages qui existent. Ils s'épanouissent bien. S'ils n'étaient pas en concurrence avec les bergers ou les gens qui font de l'élevage en Australie, il n'y aurait pas des gens qui iraient leur tirer dessus pour les tuer. C'est simplement à cause d'autres modes d'exploitation animale qu'on se retrouve à les tuer, qui se retrouvent en concurrence, que ça, c'est tout un système. Donc c'est pas seulement on arrête l'élevage des chevaux, c'est on arrête l'élevage en général. C'est la plus grosse partie des mammifères terrestres actuellement, c'est des mammifères élevés pour ça, c'est absolument ridicule. On arrête l'élevage, et puis le monde va changer. Mais pour tout ça, ça veut dire qu'il y a énormément de choses qui doivent être définies. Et là, il faudrait 20 autres conférences pour réussir à définir les bases de ce que ça peut être. Et il y a des gens qui y travaillent sur tous les plans. La conférence qui sera bientôt en ligne, qui a été faite par Axel Pleyus-Bror le mois dernier, c'est justement Zoopolis, c'est-à-dire comment dépasser l'abolition, enfin comment aller à l'abolition sans rompre, sans abolir toute relation. Et donc elle propose des pistes de pensée et pourquoi c'est important de faire ça. Et on n'est pas en train de parler d'abolir toute relation. Il y a un moment où l'homme doit avoir quand même la main sur les chevaux, quoi. Tout comme nous, en tant qu'humains, il y a des gens, des personnes qui sont qualifiées pour avoir la main de façon à ce qu'il y ait des règles et que tout se passe bien. On ne peut pas tout laisser en liberté sous prétexte qu'il ne faut pas entraver les libertés des uns et des autres parce que ce sont des animaux, etc. Oui, ils ont des droits, évidemment, mais il y a un moment, il faut l'encadrer aussi, quoi. Ouais, je pense qu'en effet, on pourrait encore débattre longtemps sur ces sujets-là qui, je pense, stimulent pas mal les réflexions. Je crois qu'il faut qu'on cesse, c'est ça, et sinon on va être enfermé dans les bâtiments. Merci de votre participation, de votre présence, et puis peut-être à une prochaine fois. Merci beaucoup.